Je suis Monique, 33 ans, et j'ai passé ma vie à être la déception de la famille. Je viens d'arriver à Hilton Head pour notre voyage familial annuel. Debout dans le hall du complexe 5 étoiles, ma sœur Simone a eu un sourire narquois. Nous avons réservé des chambres pour la vraie famille, a-t-elle annoncé. Moi, mon mari et mon enfant. Il n'y a pas de place pour toi. Mes parents se contentaient de fixer le sol. Ils s'attendaient à ce que je pleure. Ils s'attendaient à ce que je supplie. Au lieu de cela, j'ai calmement demandé la suite présidentielle au concierge et j'ai payé avec la carte Amex noire qu'ils ne savaient pas que je possédais. Je suis parti en ignorant leurs appels frénétiques. Ils pensaient faire honte à leur fille ratée. Ils n'avaient aucune idée que quelques heures plus tard, ils me supplieraient d'utiliser mes contacts secrets pour sauver la vie de mon neveu. Avant de poursuivre cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été l'exclu de votre propre famille. Le hall du Sanctuary Resort à Hilton Head était un exercice de richesse discrète de vieille fortune. Les sols en marbre frais reflétaient la lumière des lustres qui laissaient couler des cristaux comme une pluie gelée. J'ai senti l'humidité de la Caroline du Sud s'accrocher à moi alors que j'entrais avec ma simple valise en toile, qui claquait bruyamment sur la pierre polie. J'avais 32 ans, j'étais épuisé par le vol et j'avais 3 heures de retard. Ma famille était déjà là, regroupée près du comptoir d'enregistrement, comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Ils formaient un portrait parfait du succès afro-américain de la classe supérieure. Mon père, Charles, 60 ans et imposant, portait un polo de golf impeccable, si cher qu'il avait probablement son propre code postal. Il dirigeait impatiemment un bagagiste au sujet de leur bagage. Ma mère, Lorraine, 58 ans et élégante dans une robe en lin blanc, tapotait impatiemment sur son téléphone, le front plissé par l'agacement. Ma sœur, Simone, 30 ans, était le centre étincelant de son propre univers. Elle riait, penchant la tête en arrière alors que son mari, Ryan, lui murmurait quelque chose à l'oreille. Ryan, 31 ans, était l'image même du style prépive de la côte. Sa peau blanche contrastait fortement avec celle de ma famille. On aurait dit qu'il était né avec des chaussures de bateau aux pieds. Leur fils, Jadon, 3 ans, était dangereusement près de renverser un palmier en pot près de leur montagne de bagages Louis Vuitton. Je les ai enfin rejoints, la gorge serrée par l'anxiété familière qui précédait toujours une réunion de famille. Je suis vraiment désolé d'être en retard, ai-je dit, la voix dépassant à peine un murmure. Le vol en provenance de DC a eu des problèmes de maintenance. Lorraine a soupiré, un son de déception pure et calculé. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Tu es toujours la dernière, Monique. Toujours. Tu as fait attendre toute la famille. Charles s'impatiente. Simone a fini par se tourner, son sourire s'effaçant pour laisser place à un regard évaluateur familier. Elle a scanné ma simple tenue de voyage noire. Oh, tu as réussi à venir. Son ton était plat et ennuyé. J'étais justement en train de dire à Ryan, a-t-elle dit assez fort pour que je l'entende clairement. J'étais à moitié sûr que tu ne pourrais pas te payer le vol. Pas avec ton petit boulot pour sauver le monde. Ryan a gloussé, l'attirant vers lui. Sois gentille, chérie. Elle fait de son mieux. Sa condescendance était pire que la cruauté de Simone. Ce travail, take for hope. Il l'appelait ma petite œuvre de charité. Il m'imaginait en train de distribuer des ordinateurs portables dans le sous-sol d'une église pour le salaire minimum. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais réellement. Ils n'ont jamais posé de questions sur les algorithmes que j'écrivais ou sur la plateforme logistique que je construisais. Ils ont juste vu l'organisation à but non lucratif et m'ont classé comme un échec. C'était plus facile pour eux ainsi. Cela me gardait à ma place. Mon père s'est enfin détourné du bagagiste, son regard balayant ma personne. Ce n'était pas un regard de bienvenue. C'était une expertise. Monique, a-t-il dit, la voix cassante, tu es là. Bien. Nous attendons depuis une demi-heure. J'ai dit que j'étais désolé, papa. La compagnie aérienne. Il m'a coupé. Les excuses ne changent rien au fait que tu es désorganisé. Il s'est retourné vers le comptoir, me congédiant. Charles Whitfield, a-t-il annoncé à la concierge. Nous nous enregistrons. Simone a fini par se tourner, son sourire éclatant et entraîné s'effaçant au moment où il s'est posé sur moi.
Elle a scanné ma simple tenue de voyage noire, ses yeux s'attardant sur ma valise en toile avant de croiser les miens avec un regard d'un ennui profond. Oh, tu as réussi à venir. Sa voix était plate, tout l'éclat précédent avait disparu. J'étais justement en train de dire à Ryan, a-t-elle dit assez fort pour que moi et le bagagiste l'entendions clairement. J'étais à moitié sûr que tu ne pourrais pas te payer le vol. Pas avec ton petit boulot pour sauver le monde. Ryan, son mari, a gloussé et a passé un bras autour de son épaule, la serrant contre lui. Il m'a regardé avec un sourire patronneur d'une douceur écœurante. Sois gentille, chérie, a-t-il murmuré, la voix dégoulinante de condescendance. Elle fait de son mieux. Faire de mon mieux. C'est ce qu'ils pensaient tous. Ce travail. Tech for Hope. C'est tout ce qu'ils savaient. Dans leur esprit, je travaillais pour une petite association en difficulté, probablement gérée depuis le sous-sol d'une église, distribuant des ordinateurs portables remis à neuf pour un salaire qui couvrait à peine mon loyer à décès. Ils m'imaginaient en gilet de laine mangeant des lentilles, perpétuellement fauché et perpétuellement célibataire. Ils n'ont jamais demandé ce qu'était réellement Tech for Hope. Ils n'ont jamais posé de questions sur les algorithmes logistiques complexes que je concevais ou sur les subventions de plusieurs millions de dollars que j'aidais à obtenir. Ils n'ont jamais posé de questions sur nos contrats gouvernementaux ou nos partenaires internationaux. C'était plus facile pour eux de me voir comme le cas désespéré, le cœur d'artichaut, l'échec de la famille qui ne comprenait pas le monde réel. Cela rendait leur propre choix plus valable, plus réussi. Ma petite œuvre de charité était le contrepoint parfait au mariage de haut rang de Simone et au succès froid de mon père dans le monde des affaires. Mon père a coupé toute réponse que j'aurais pu avoir. Sa patience, déjà mince, avait lâché. Ça suffit, a-t-il dit, la voix comme un grognement bas d'irritation. Il ne me défendait pas. Il était agacé par le retard, par la scène. Enregistrons-nous. Toute la famille est fatiguée. Il m'a complètement tourné le dos, s'avançant pour réclamer toute l'attention de la concierge. Le message était clair. La conversation était terminée. J'étais congédié. Charles Whitfield, a-t-il annoncé, la voix tonitruante d'autorité. J'ai une réservation pour de suite. La concierge a adressé à mon père un sourire professionnel et poli. Oui, monsieur Whitfield, nous avons vos réservations juste ici. Ses doigts ont tapoté légèrement sur le clavier. Une suite face à l'océan pour vous et madame Whitfield, et une suite junior attenante pour la famille de madame Simone. Nous avons déjà noté votre demande de berceau pour Jaden. Excellent, a dit mon père en hochant la tête brusquement. Il s'est écarté pour que Simone et Ryan reçoivent leurs cartes clés. Je me suis avancé, posant mon sac à main sur le comptoir en marbre. Excusez-moi, ai-je dit à la concierge, en offrant un petit sourire fatigué. Je devrais avoir une troisième chambre, Monique Whitfield. Le sourire de la concierge a vacillé juste une seconde. Bien sûr, madame. Laissez-moi vérifier cela pour vous. Ses doigts ont volé sur le clavier. J'ai jeté un coup d'œil à ma famille. Simone riait de quelque chose que Ryan chuchotait, m'ignorant délibérément. Mon père examinait une brochure pour le terrain de golf du complexe. A dit doucement la concierge. Elle a tapé à nouveau. Mademoiselle Whitfield, se pourrait-il que ce soit sous un autre nom ou peut-être une réservation séparée? Je ne pense pas, ai-je dit, le nœud dans mon estomac se serrant. Cela devrait être avec le groupe principal, Monique Whitfield. La concierge semblait sincèrement désolée maintenant. Elle a légèrement baissé la voix. Madame, je suis terriblement désolé. J'ai cherché par tous les moyens possibles. Les seules réservations associées au groupe Whitfield sont la suite face à l'océan et la suite junior. Il n'y a pas de troisième chambre réservée à votre nom. Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids et définitifs. Le bourdonnement de fond du hall, les bavardages tranquilles, le tintement lointain des verres au bar semblaient s'évanouir. Il n'y avait plus qu'un sifflement dans mes oreilles. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision. Je me suis tourné lentement pour faire face à ma famille. Ryan avait un petit sourire cruel sur le visage. Simone étudiait ses ongles avec un intérêt intense, un mince sourire jouant sur ses lèvres. Ils savaient, ils attendaient ce moment. J'ai regardé mes parents. Ma mère, Lorraine, a soudainement trouvé le motif sur le sol en marbre absolument fascinant,
refusant de croiser mon regard. Et mon père, Charles, il avait complètement détourné son corps du comptoir. Il fixait intensément les grandes baies vitrées allant du sol au plafond, les mains jointes derrière le dos, parfaitement immobile, comme s'il admirait la vue sur l'océan et n'avait rien entendu du tout. Il m'avait laissé seul face à l'humiliation. Le dos rigide de mon père était toute la réponse dont j'avais besoin, mais c'est ma mère, Lorraine, qui a finalement rompu le silence. Elle a tourné son visage, un masque d'inquiétude désinvolte et pratiqué. Sa voix était légère, presque enjouée, comme si elle commentait la météo. « Oh, Monique, ma chérie », a-t-elle dit, sa voix portant juste assez pour que la concierge l'entende. « J'ai simplement supposé que tu réserverais ta propre chambre. Tu sais, ce voyage est terriblement cher, et tu as 32 ans maintenant. Nous avons pensé que tu voudrais tes propres arrangements. » Je l'ai fixé, supposé. Après 15 ans de cette tradition où les réservations familiales étaient toujours gérées par nos parents, avant même que je puisse retrouver ma voix, mon père Charles a enfin parlé. Il ne s'est pas retourné, mais sa voix était cassante, tranchant le calme du hall. « Ta mère a raison. Nous avons dû donner la priorité à Simone et Ryan. » Il a fini par jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, l'expression agacée. « Ils ont Jadon. Ils sont une famille. Ils ont besoin de plus d'espace, de plus de considération. Toi, a-t-il dit, agitant une main dédaigneuse dans ma direction, tu n'es qu'une personne. Tu es seul. Tu peux gérer ça. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. » Ma présence était une complication. Mes besoins étaient un inconvénient. Je n'étais pas une priorité. J'étais la ligne budgétaire qu'il pouvait supprimer pour que tout le reste fonctionne. L'humiliation était si vive, si soudaine qu'il était difficile de respirer. La concierge, voyant tout cet affreux drame familial se jouer, m'a regardé avec une pitié sincère. Elle a baissé la voix, essayant d'être discrète. « Madame, » a-t-elle dit, les yeux pleins d'excuses. « Je suis tellement désolée, mais nous sommes presque complets pour la semaine. Les seules chambres qu'il me reste sont, eh bien, la suite présidentielle ou une chambre standard avec vue sur le parking. » Elle s'attendait clairement à ce que je demande la chambre standard. Elle voyait ma simple valise, mes vêtements usés par le voyage et le dédain évident de ma famille. Elle voyait l'échec qu'il voulait qu'elle voie. Juste au moment où la concierge mentionnait la chambre standard, un rire sec et froid a retenti dans le hall. C'était Simone. Elle riait si fort qu'elle a dû s'appuyer sur Ryan. Tout semblant de politesse avait disparu, remplacé par une moquerie ouverte. « Oh, Mo », a-t-elle dit, essuyant une larme au coin de son œil. « Je pensais que tu avais compris. Tu es tellement terre à terre parfois. » Elle s'est avancée, la voix dégoulinante de condescendance. « Papa et maman ont réservé des chambres pour la famille. » Elle a fait une pause, laissant les mots planer avant de porter le coup final. « Je veux dire, pour ma famille, moi, Ryan et Jadon. » Elle a entouré le bras de Ryan de ses deux mains et s'est blottie contre son épaule, faisant son spectacle pour tout le hall. « Tu vois, nous sommes une vraie famille, » a-t-elle roucoulé en le regardant. « Nous avons un enfant. Nous avons besoin de plus d'espace. Nous avons besoin de la suite attenante. Tu sais comment c'est avec les tout-petits. Ils ont tellement de choses, tellement de besoins. » Ryan, son mari, a mis son bras autour de sa taille, l'attirant vers lui. Il m'a souri, un regard suffisant et supérieur sur le visage. « Elle a raison », a-t-il dit, sa voix fluide et dédaigneuse. Les unités familiales comme la nôtre ont tout simplement plus d'exigences. Les enfants ont besoin de beaucoup de soutien. Il m'a ensuite toisé de haut en bas, notant ma valise unique et mon visage fatigué. « Quelqu'un comme toi, une femme célibataire, tu es tellement plus flexible. C'est l'un des avantages de ton mode de vie, n'est-ce pas ?» Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est penché comme s'il partageait un conseil utile. « Je suis sûr que tu peux trouver un motel 6 ou quelque chose comme ça juste un peu plus loin sur l'autoroute. C'est tout à fait convenable. » Il a tapoté sa poche. « Ne t'inquiète pas. Une fois que nous serons installés dans notre suite, nous ne manquerons pas de t'envoyer l'emplacement par SMS. » Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle physique. Un motel 6. Il suggérait que moi, sa belle-sœur, j'aille dans un motel de bord de route bon marché pendant qu'ils profitaient de leur suite 5 étoiles.
L'insulte était d'une cruauté à couper le souffle, et le regard sur le visage de Simone montrait qu'elle en savourait chaque seconde. C'était le moment qu'ils avaient prévu. C'était la déclaration publique finale que je ne faisais pas et ne ferais jamais partie de leur vraie famille. Je suis resté là, immobile. Le son du rire de Simone et la suggestion condescendante de Ryan à propos d'un motel 6 résonnaient dans le hall luxueux. J'ai senti le regard pitoyable de la concierge et les regards curieux des autres clients. Une rougeur brûlante de colère a envahi mon cou. Ce n'était pas un simple oubli. C'était une déclaration, une humiliation publique délibérée. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas la première fois. C'était juste la plus flagrante. Mon esprit est revenu à la fête de l'Action de grâce l'année dernière. Nous étions tous chez mes parents, la table croulant sous la nourriture. J'avais été excité, sincèrement excité de partager une victoire personnelle. Je venais de passer 3 semaines sans dormir à développer un nouveau protocole de cryptage pour notre plateforme logistique. Le code fonctionnait enfin, ai-je dit à mon père, essayant d'expliquer la complexité. Cela pourrait révolutionner la façon dont nous sécurisons les données. Charles a juste hoché la tête, son regard dérivant déjà au-delà de moi. C'est bien, Monique. Il s'est ensuite tourné complètement vers Ryan, son visage s'illuminant d'un intérêt sincère. Alors, Ryan, parle-moi de cette nouvelle BMW série 5. Comment est la tenue de route sur l'autoroute? Ma réussite complexe, la chose dans laquelle j'avais mis toute mon âme, a été balayée en moins de 10 secondes pour laisser place à une conversation sur une voiture. Puis je me suis souvenu de Noël, l'année dernière. Sous le sapin, il y avait une enveloppe en velours pour Simone et Ryan contenant des billets d'avion pour une semaine de ski à Aspen. Tous frais payés. Mon cadeau, ouvert juste après, était un pull en cachemire, joli mais simple. Le message était aussi clair que les boucles d'oreilles en diamant qu'ils avaient offertes à Simone. Ils étaient une destination. J'étais une obligation. J'avais passé ma vie entière à essayer de gagner une fraction de l'approbation qu'ils donnaient à Simone simplement pour le fait d'exister, pour avoir fait un beau mariage, pour avoir donné un petit enfant. J'ai bâti une entreprise à partir de rien dans l'un des domaines les plus compétitifs au monde. Et je n'étais toujours que Monique, la fille désorganisée qui travaille dans une œuvre de charité et qui est célibataire. Ils avaient toujours été la vraie famille. Je n'étais que l'invité qu'ils ne savaient pas comment désinviter. Debout dans le hall, la certitude froide de cette vérité s'est installée en moi, et la colère qui bouillonnait depuis 20 ans a enfin commencé à brûler. Lorraine s'est finalement tournée vers moi, le visage marqué par une impatience lassante. Maintenant, Monique, ne fais pas de scène, a-t-elle sifflé, la voix basse et pressante. Les gens nous regardent. Tu embarrasses la famille. Elle a tenté un mince sourire apaisant. Sois raisonnable. Va chercher une chambre standard comme la gentille dame l'a suggéré. Ne sois pas difficile. S'il te plaît, ne gâche pas les vacances de toute la famille juste à cause d'un petit malentendu de réservation. Un petit malentendu. Le mépris désinvolte. La façon immédiate de me désigner comme le problème, celle qui gâche leurs vacances. C'était la même tactique qu'elle avait utilisée toute ma vie. Me rendre petite. Faire de mes besoins un inconvénient. Me faire sentir coupable d'exister en dehors de leur plan parfait. Je l'ai regardé. J'ai regardé le dos rigide de mon père, le sourire suffisant de ma sœur et la pitié condescendante de mon beau-frère. Je les ai tous vus clairement, et à cet instant, quelque chose en moi, un ressort tendu par 32 ans de frustration, a fini par lâcher. Je me suis redressé. L'épuisement qui m'habitait depuis le vol a disparu, remplacé par un calme froid et tranchant. C'était une clarté si profonde qu'elle m'a presque donné le vertige. J'en avais fini. J'en avais tellement, complètement et absolument fini. J'ai pris une grande inspiration régulière. Puis j'ai tourné le dos à ma famille, les ignorant totalement. J'ai concentré toute mon attention sur la concierge stupéfaite qui me regardait toujours avec cette affreuse expression de pitié. « Excusez-moi » ai-je dit, ma voix claire et forte, tranchant le silence du hall. La concierge a cligné des yeux, surprise. J'ai esquissé un petit sourire poli qui n'atteignait pas mes yeux. Je suis désolé pour la confusion. Vous avez mentionné qu'il vous restait 2 types de chambres. Une avec vue sur le parking. Point et la suite présidentielle, madame, a-t-elle terminé en grimaçant presque, mais comme je l'ai dit, elle est à $5 000 par nuit.
Elle essayait de m'épargner une humiliation supplémentaire. La suite présidentielle, ai-je répété en hochant lentement la tête. Cela me semble charmant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je la prends pour 3 nuits. Le silence dans le hall fut soudain et absolu. Le sourire professionnel de la concierge s'est figé sur son visage. Derrière moi, j'ai entendu Simone émettre un petit bruit d'étouffement, comme si elle avait avalé son propre rire. Ryan est resté planté là, son expression suffisante totalement effacée. Ma mère, Lorraine, est restée bouche bée. Simone a été la première à retrouver sa voix, un cri aigu et incrédule. « Qu'est-ce que tu fabriques, Monique ? Arrête ça. Tu n'as pas les moyens. Où as-tu trouvé cet argent ? » Elle a fait un pas de plus, le visage déformé par le mépris. « As-tu contracté un autre prêt ? Est-ce encore une dette de carte de crédit ? Es-tu folle ? » Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai regardé aucun d'entre eux. J'ai gardé les yeux fixés sur la concierge, qui semblait toujours confuse et profondément mal à l'aise. J'ai calmement plongé la main dans mon sac à main de créateur, un sac qu'ils avaient probablement pris pour une imitation bon marché. Mes doigts ont frôlé mon portefeuille et se sont refermés sur un petit objet lourd. Je l'ai sorti. C'était une carte d'un noir de jet, élégante, fabriquée en titane anodisé. Elle a produit un bruit sourd et définitif lorsque je l'ai posée sur le comptoir en marbre. La carte American Express Centurion, la carte noire. Les yeux de la concierge se sont agrandis. La pitié a disparu instantanément, remplacée par un regard de respect stupéfait, presque révérencieux. Toute sa posture a changé. Elle s'est redressée. « Bien sûr, mademoiselle Whitfield, a-t-elle dit, sa voix désormais fluide comme de la soie. Toutes mes excuses pour la confusion. » Elle a pris la carte comme si elle était fragile. La suite présidentielle pour 3 nuits. Je vais traiter cela pour vous immédiatement. Nous aurons un assistant personnel pour vous escorter jusqu'à votre chambre. Merci, ai-je dit doucement. J'ai enfin pris le risque de jeter un regard vers ma famille. Simone et Ryan fixaient la carte, le visage figé par la confusion. Ils ne comprenaient pas ce que c'était, mais mon père, lui, le savait. Charles, qui faisait semblant d'étudier la brochure de golf, fixait maintenant le comptoir, le visage pâle. J'ai vu sa main se crisper à ses côtés. Il connaissait cette carte. Il l'a reconnue. Je me souvenais qu'il s'en plaignait depuis des années, se vantant auprès de ses amis d'être sur la liste d'attente pour essayer d'être invité. C'était un homme qui définissait toute sa valeur par son statut financier, et cette carte était le seul symbole de statut qu'il n'avait jamais pu acquérir. Et moi, sa fille ratée, je venais de la poser sur le comptoir comme si ce n'était rien. La concierge a rapidement traité le paiement, ses mouvements étant efficaces et respectueux. Elle m'a tendu le reçu à signer. Votre assistant sera là dans un instant, mademoiselle Whitfield. Il apportera vos bagages à la suite et pourra organiser tout ce dont vous aurez besoin. J'ai signé mon nom sur la ligne et le lui ai rendu. Merci, ai-je dit. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, me préparer immédiatement un service de voiture privée ? J'ai eu un changement de programme. Tout de suite, madame Whitfield, a-t-elle répondu en décrochant déjà son téléphone. Une fois cela réglé, je me suis enfin tourné vers ma famille. Ils étaient toujours figés dans le même tableau d'incrédulité. Le visage de mon père affichait une nuance de pâleur dangereuse, sa mâchoire était serrée. Ma mère semblait sur le point d'être malade. Simone et Ryan avaient simplement l'air confus, comme si leur cerveau ne parvenait pas à traiter cette nouvelle information. Je les ai regardés, ma voix parfaitement calme, parfaitement stable. Vous aviez raison, maman, papa. Ils se sont contentés de me fixer. Vous avez raison, ai-je continué. Je ne voudrais pas compliquer vos vacances ni prendre une place précieuse. Je ne veux certainement pas être celle qui gâche le voyage de la vraie famille. J'ai récupéré mon sac à main sur le comptoir, donc je m'en vais. Je vais vous laisser la place. Le choc s'est enfin dissipé et le visage de mon père s'est empourpré. Monique, arrête ça tout de suite, a-t-il fulminé d'une voix basse et furieuse. Arrête cette performance ridicule. Tu te ridiculises et tu embarrasses toute la famille. J'ai en fait ri. C'était un son bref et amer. Embarrasser la famille, ai-je répété, en le regardant droit dans les yeux. Tu penses que c'est moi qui cause l'embarras ?
J'ai laissé la question en suspens. L'hypocrisie était assez épaisse pour s'y étouffer. Je pense qu'abandonner votre fille dans le hall d'un hôtel, lui dire que vous ne lui avez pas réservé de chambre, et faire suggérer par votre gendre qu'elle trouve un motel 6, voilà ce qui est embarrassant, papa. J'ai ajusté ma veste. Tu m'as dit de m'occuper de mes propres arrangements. Tu m'as dit que j'étais seul et que je devais m'écarter du chemin de la vraie famille. C'est exactement ce que je fais. Je m'en occupe. Le visage de Lorraine est passé par la panique et la frustration. Cela ne se passait pas comme prévu. Elle était censée avoir le contrôle, la mère bienveillante gérant sa fille difficile et moins chanceuse. Maintenant, sa fille difficile détenait un symbole de statut que son mari ne pouvait obtenir, et tout le personnel de l'hôtel la traitait comme une reine. Lorraine s'est précipitée vers l'avant, m'attrapant le bras. Sa voix était un gémissement aigu et désespéré. Monique, arrête ça. Tu es capricieuse. Je t'ai dit qu'on pourrait trouver une solution. Tu surréagis toujours. Tu rends toujours les choses si dramatiques. Nous pouvons appeler la réception et voir s'ils ont une autre chambre à un étage inférieur. Ne sois pas si têtu. J'ai baissé les yeux vers sa main manucurée, agrippant ma manche. Puis j'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. La froideur de mon regard l'a fait tressaillir et elle a lâché prise. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix tranchante et claire. J'en ai fini de compliquer les choses. Je lui ai tourné le dos. J'ai tourné le dos à chacun d'entre eux. Je comprends parfaitement la situation, ai-je dit, m'adressant à l'air libre du hall. Je ne fais pas partie de la vraie famille. Je suis seul. Je m'en occupe. J'ai regardé la concierge qui observait la scène avec une attention haletante. Mes bagages seront envoyés à la suite. Oui, Madame Whitfield. Immédiatement, a dit la concierge. Merci, ai-je répondu. Passez de merveilleuses vacances, tout le monde. Je n'ai pas attendu de réponse. Je me suis retourné et j'ai marché vers les grandes portes vitrées rotatives. Je n'ai pas pris ma simple valise en toile. Je l'ai laissée là, orpheline à côté de leur montagne de Louis Vuitton. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'on s'en occuperait. Le son de mes talons claquant sur le sol de marbre était le seul bruit dans le hall. Chaque pas me semblait puissant. Chaque pas était un pas loin de 32 ans passés à me faire sentir petite, secondaire et indigne. Monique, la voix de mon père a explosé derrière moi. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Un rugissement d'autorité absolue qui avait gouverné toute ma vie. Monique, reviens ici. Je suis encore en train de te parler. Tu ne me tournes pas le dos. J'ai continué à marcher. Je sentais les yeux de tout le monde dans le hall sur mon dos. Je sentais le choc de Simone, la confusion de Ryan et l'embarras paniqué de ma mère. Mais par-dessus tout, je sentais la rage incandescente de mon père de voir son autorité publiquement défiée. J'ai franchi la porte rotative et je suis sorti dans l'air humide de la Caroline du Sud. Mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai regardé. L'écran s'est éclairé d'un mot, papa. Il n'avait pas attendu 10 secondes. Il essayait déjà de rétablir le contrôle, de me ramener, de me forcer verbalement à la soumission pour pouvoir me faire la leçon, me réprimander et me remettre dans ma boîte de raté. J'ai fixé l'écran. Papa, appel entrant. Pendant un instant, le vieux réflexe conditionné a surgi. Réponds-lui. Apaise-le. Arrête le conflit. Puis j'ai pensé au rire de Simone. Au motel 6 de Ryan. Aux faibles excuses de ma mère. Au dos silencieux de mon père. J'ai appuyé sur le bouton rouge de refus sur le côté de mon téléphone. La sonnerie s'est arrêtée. Le silence qui a suivi m'a semblé être la première véritable bouffée d'air que je prenais de la journée. J'ai glissé le téléphone dans ma poche au moment même où la Maybach noire étincelante s'arrêtait au bord du trottoir. Je me tenais sous le grand portique du complexe hôtelier. L'air chaud et humide de la Caroline du Sud formait un étrange contraste avec le froid glacial du hall. Mon téléphone vibrait dans ma main, encore une fois, une série incessante de vibrations. J'ai baissé les yeux, non pas pour répondre, mais pour lire les retombées inévitables. L'écran était une cascade de leur panique et de leur rage. D'abord, un SMS de mon père, Charles. Qu'est-ce que tu crois faire? Reviens à l'intérieur de cet hôtel tout de suite.
C'était un ordre, comme si j'étais une adolescente rebelle et non une femme de 32 ans qu'il venait de renier publiquement. J'ai lu les mots et je n'ai rien ressenti. J'ai supprimé le message. Le téléphone a vibré à nouveau immédiatement. Ma mère, Lorraine. Monique, tu fais une scène terrible. Tout le monde dans le hall regarde. Tu embarrasses ton père. S'il te plaît, arrête d'être si égoïste et reviens simplement à l'intérieur. Égoïste, embarrassante, les mêmes mots qu'elle avait utilisés toute ma vie pour me contrôler, pour faire de ses sentiments ma responsabilité, pour me faire honte et me ramener dans ma case assignée. J'ai supprimé son message. Autre vibration, cette fois, Simone, tu es sérieuse avec cette fausse carte de crédit, MDR? Qui essaies-tu d'impressionner? Tu te crois si spécial. Papa est furieux. J'ai hâte de voir combien de temps tu pourras tenir ce rôle de fille riche avant de revenir en rampant. Tu seras toujours une ratée, mot. Toujours. Ratée. C'était son mot préféré pour moi. Celui qui, pendant des années, avait toujours atteint sa cible. J'ai fixé le mot sur l'écran et, pendant un instant, la vieille sensation familière d'indignité m'a pincé le cœur. Mais j'ai levé les yeux. Une voiture s'arrêtait au trottoir. Ce n'était pas un taxi ni un covoiturage standard. C'était une Maybach classe S, un fantôme noir silencieux, une voiture si polie qu'elle ressemblait à une nuit liquide. Elle était plus longue qu'une berline standard, l'image même d'une richesse discrète et indéniable. Elle a glissé jusqu'à s'arrêter directement devant moi, son moteur n'étant qu'un ronronnement bas et puissant. Mon téléphone a encore vibré. Lorraine, Monique, c'est quoi cette voiture? Tu as appelé une limousine? Tu ne peux pas te permettre ça. J'ai complètement coupé le son du téléphone et je l'ai remis dans ma poche. La portière arrière de la Maybach s'est ouverte, poussée de l'extérieur par un chauffeur. Il était grand, vêtu d'un uniforme sombre et impeccable avec une casquette de chauffeur. C'était un professionnel, pas seulement un conducteur. Il est monté sur le trottoir, sa posture était parfaite, et il m'a salué d'un signe de tête respectueux. « Bonsoir, mademoiselle Monique », a-t-il dit, sa voix était polie et professionnelle. Il m'a tenu la porte ouverte. J'ai hoché la tête et j'ai fait mine d'entrer. « Monsieur Marcus vous attend à la villa. » J'ai fait signe au chauffeur et je me suis glissé sur le siège arrière. L'intérieur de la voiture était d'un luxe absurde, sentant le cuir riche et le bois poli. La porte s'est refermée avec un bruit sourd et lourd, isolant instantanément les bruits du complexe, l'air humide et l'énergie frénétique de ma famille. Il n'y avait plus que le silence. La voiture a quitté le trottoir. Son mouvement était si fluide que j'avais plus l'impression de flotter que de conduire. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir leurs yeux sur la voiture alors que nous disparaissions dans la longue allée bordée de palmiers. À l'intérieur du hall, ma famille restait figée, fixant à travers les baies vitrées les feux arrière de la Maybach qui s'éloignaient. Les bagagistes, tenant toujours leurs bagages, regardaient maladroitement entre eux et la porte. Ryan fut le premier à parler, sa voix étant un bégaiement incrédule. C'était une Maybach, une classe S avec un chauffeur privé. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Comment a-t-elle eu une Maybach? Mon père, Charles, ne disait rien. Il restait parfaitement immobile. Son visage était un masque de froide furie. Ses mains étaient jointes si étroitement derrière son dos que ses articulations étaient blanches. Il n'avait pas compris la carte noire, pas vraiment. Mais il comprenait la voiture. Il comprenait le chauffeur. C'était un étalage de richesse et de puissance qu'il n'avait pas orchestré, qu'il ne contrôlait pas. Et il détestait ça. Il la détestait pour ça. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et cela le rendait plus furieux que n'importe quoi d'autre. Simone, se remettant de son choc, a immédiatement cherché la seule explication qui avait du sens dans son monde. Elle a ricané en croisant les bras. « Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique. » Elle a rejeté ses cheveux en arrière, sa voix dégoulinant d'un mépris renouvelé. C'est évident, non? Elle en a enfin trouvé un. Un petit ami riche, un milliardaire de la tech ou un gars des fonds spéculatifs auxquels elle s'est accrochée. Elle a regardé Ryan, puis ses parents, cherchant leur accord. C'est tellement typique d'elle.
Toujours besoin d'être secourue, toujours dépendante d'un homme. Elle a ri de ce même son aigu et cruel qu'auparavant. Elle est probablement sa maîtresse. C'est comme ça qu'elle a eu cette carte de crédit. Elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. C'est pathétique, vraiment. Lorraine, ma mère, s'est saisie de cette explication, hochant la tête avec empressement. Simone a raison, Charles. Bien sûr, ce doit être un homme. Monique ne pourrait jamais se permettre cela toute seule. L'idée que j'ai pu accomplir cela moi-même était si impossible, si éloignée de leur vision de moi, qu'elle ne leur effleurait même pas l'esprit. La Maybach a roulé pendant 20 minutes, laissant loin derrière elle les terrains publics impeccables du complexe Sanctuary. Le chauffeur a tourné sur une route privée non balisée, tapant un code sur un clavier discret. Un ensemble de hautes barrières de sécurité modernes s'est ouvert silencieusement, nous laissant passer. Nous avons serpenté à travers une forêt maritime privée luxuriante. Les arbres centenaires drapés de mousse espagnole créaient une canopée de verdure. Je n'avais aucune idée que cette partie de l'île existait. La route s'est ouverte sur une falaise époustouflante et j'ai eu le souffle coupé. La voiture ne s'est pas arrêtée devant une maison, mais devant un chef-d'œuvre. C'était une vaste villa moderne faite de bois sombre, de verre et de pierres blanches, construite directement dans la falaise, semblant flotter au-dessus de l'océan Atlantique. C'était si privé, d'une telle importance architecturale, que le complexe 5 étoiles de ma famille ressemblait à une chaîne d'hôtels banals. Le chauffeur a ouvert ma portière. Monsieur Thorne est sur la terrasse principale. Mademoiselle Monique, bienvenue. J'ai traversé un immense salon en plein air. Les murs étaient en verre, rétractés pour laisser passer la brise marine, transportant des parfums de sel et de jasmin. L'espace était rempli d'art minimaliste et de meubles bas et confortables. Et puis je l'ai vu. Marcus se tenait près d'une piscine à débordement qui semblait se fondre directement dans l'horizon de l'océan. À 45 ans, il était l'image de la puissance discrète. Grand, calme et impeccablement vêtu d'un pantalon en lin et d'une chemise bleu foncé qui le faisait ressembler davantage à un philosophe qu'à un magnate de la tech. Il était l'encre, le stratège, l'homme qui voyait tout l'échiquier alors que tous les autres ne regardaient que le coup suivant. Il s'est tourné à mon approche, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux et sincère qui ne contenait aucun jugement, seulement de la bienvenue. 2 verres de vin rouge étaient déjà servis, posés sur la table basse entre 2 fauteuils profonds. J'imagine, dit-il, sa voix étant suave et profonde, que la réunion de famille ne s'est pas déroulée sans heurts. J'ai laissé échapper un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis que j'étais descendu de l'avion. Je me suis enfoncé dans l'un des fauteuils, ma colère et mon adrénaline cédant enfin la place à une lassitude profonde jusqu'à la moelle. J'ai pris l'un des verres de vin. C'était un Bordeaux coûteux, complexe et réconfortant. On peut dire ça, ai-je murmuré, fixant l'eau. C'était pire que ce que je pensais, Marcus. Bien pire. Il n'a pas insisté. Il a juste attendu, me laissant l'espace nécessaire pour parler. C'était sa façon de faire. Ils n'ont pas réservé de chambre pour moi, ai-je dit, les mots ayant encore un goût de cendre dans ma bouche. Ils m'ont juste laissé là, dans le hall. Ma propre famille. Marcus a simplement hoché la tête. Son expression était illisible, mais totalement solidaire. J'ai ri, un son sans humour et brisé. Mon père a fait semblant de regarder par la fenêtre. Ma mère m'a reproché de faire une scène et m'a dit d'être raisonnable. Et puis Simone. J'ai marqué une pause, l'humiliation finale, les mots même piquants encore. Qu'est-ce que Simone a dit, a-t-il demandé doucement. Elle a ri, ai-je dit, ma voix était basse. Elle m'a dit qu'il devait prioriser. Que elle, Ryan et Jadon sont la vraie famille. J'ai enfin levé les yeux vers lui, les larmes que j'avais refusé de verser devant eux me brûlant maintenant les yeux. Une vraie famille et moi je suis juste. Je ne le suis pas. Je suis le surplus, le fardeau, celle qu'ils ont laissée au comptoir d'enregistrement. Ils m'ont dit, ai-je chuchoté, de trouver un motel 6. Marcus a pris une lente gorgée de son vin, les yeux fixés sur l'horizon qui s'obscurcissait. Il a fini par laisser échapper un rire bref et sans humour. Un motel 6, a-t-il répété en secouant la tête. Ils n'ont vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Après toutes ces années, ils te voient toujours comme cette travailleuse humanitaire en difficulté. Il s'est tourné vers moi, un petit sourire ironique sur le visage. Une travailleuse humanitaire chez Tech4Hope,
leur petit projet de pitié, la fille ratée qui n'a même pas réussi à décrocher un vrai job en entreprise. J'ai baissé les yeux sur mon vin, faisant tourbillonner le liquide sombre. Ils ne connaissent pas la vérité, Marcus. Ils n'ont jamais pris la peine de demander. J'ai poussé un long soupir. Ils n'ont aucune idée que Tech4Op n'est pas une minuscule organisation à but non lucratif pour laquelle je travaille simplement. Ils ne savent pas que c'est notre fondation. C'était le secret, celui que j'avais gardé pendant si longues années. Ma famille, dans sa hâte de me cataloguer comme la ratée sans succès au cœur tendre, n'avait jamais pris la peine de faire des recherches sur l'organisation qui me passionnait tant. Tech4Op était une organisation à but non lucratif. Elle fournissait une éducation technologique et des ressources aux communautés mal desservies. Mais c'était aussi la branche philanthropique d'Oritech, l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces aux côtés de Marcus. Il y a 6 ans, alors que ma famille était occupée à planifier le somptueux mariage à 6 chiffres de Simone, j'étais dans un garage à Palo Alto avec Marcus, écrivant le code fondateur de ce qui allait devenir Oritech. J'en étais la cofondatrice. J'en étais la directrice technique. J'étais le M de Monsieur Thorne, le génie anonyme du codage que les blogs technologiques essayaient toujours d'identifier. J'étais l'architecte derrière la plateforme d'intelligence artificielle révolutionnaire de notre entreprise, celle qui gérait la logistique sécurisée pour certaines des plus grandes entreprises et gouvernements au monde. Pendant que mon père se vantait de ses contacts commerciaux régionaux, je négociais discrètement des contrats avec le ministère de la Défense. Pas plus tard que le mois dernier, après avoir décroché le nouveau contrat J-Core Logistique, la valorisation d'Oritech avait été finalisée à 1,2 milliard de dollars. Ma part de 40% dans l'entreprise faisait de moi l'une des plus jeunes femmes autodidactes de l'industrie technologique. C'était une vérité si monumentale, si complètement opposée à leur vision de moi, que je l'avais gardée cachée. Je voulais voir, juste une fois, s'ils pouvaient m'aimer ou même simplement me respecter sans la validation de l'argent. Je voulais savoir si mon père pourrait un jour être fier de moi. Monique, la fille, pas Monique Whitfield, la directrice technique. La scène dans le hall avait été ma réponse. Un nom clair, brutal et définitif. Marcus m'a regardé, son expression s'adoucissant de l'ironie vers une inquiétude fraternelle familière. Tu ne leur as toujours pas dit, n'est-ce pas, a-t-il demandé, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. Après tout ça, tu les laisses simplement y croire. J'ai secoué la tête, me tournant pour regarder l'océan infini au crépuscule. Les embruns salés me semblaient frais sur le visage. J'allais le faire, ai-je dit, ma voix était calme. Je le voulais vraiment. Ce voyage, je pensais que ce serait le moment. J'avais imaginé ce moment pendant des mois. J'avais imaginé un dîner de famille, peut-être après quelques nuits de vacances. J'avais imaginé leur parler calmement d'Oritech, des contrats, de la valorisation, non pas pour me vanter, non pas pour frimer, mais juste pour être enfin vu. J'avais ce fantasme, ai-je admis, me sentant idiote. Je pensais que si je mettais tout sur la table, si je leur montrais les preuves de mon succès, peut-être qu'ils comprendraient enfin. Peut-être que mon père me regarderait enfin avec la même fierté que lorsqu'il parle des transactions immobilières de Ryan ou de la famille parfaite de Simone. J'ai bu une gorgée de vin en tremblant. Je voulais juste voir s'il pouvait me respecter. Juste Monique. Pas Monique la directrice technologique ou Monique la milliardaire secrète. Juste moi, la fille qu'ils ont passé 32 ans à rejeter comme étant désorganisée et trop sensible. Je voulais savoir si mi père pouvait être fier de moi sans l'argent. J'ai chuchoté, enfin, disant tout haut la vérité calme et douloureuse. Je voulais savoir si le travail que je faisais comptait pour lui en soi, pas seulement à cause du chèque de paie. Je l'ai gardé secret parce que j'avais peur que si je leur disais, toute affection qu'ils pourraient montrer ne serait pas réelle. Ce serait juste pour l'argent. Et je suppose que j'avais encore plus peur que si je ne leur disais pas, ils continueraient à me voir comme un échec pour toujours. Je me suis tourné vers Marcus, les yeux piquants. C'est moi qui me suis fait avoir, n'est-ce pas? J'ai conçu ce test pour eux et ils ont échoué si spectaculairement qu'ils ne savaient même pas qu'ils le passaient. Le hall, le motel 6, la vraie famille. C'était ma réponse. J'ai de nouveau regardé l'océan. Ils ne le peuvent pas. Il ne le peut pas. La finalité de cette prise de conscience s'est abattue sur moi, lourde comme une encre. L'espoir que j'avais porté si longtemps, le souhait enfantin secret qu'un jour mon père me voit enfin, il est mort là, dans le hall de cet hôtel.
Comme convoqué par mes pensées, mon téléphone, que j'avais réglé sur vibreur uniquement, a commencé à bourdonner sans relâche sur la table en pierre à côté de mon verre de vin. L'écran s'est éclairé, Lorraine. Appel entrant. Je l'ai fixé. Elle appelait de nouveau, paniquée, désespérée. Pas parce que je lui manquais, mais parce qu'elle était embarrassée. Parce que sa fille l'avait défiée, avait montré un éclair de pouvoir qu'elle ne pouvait pas expliquer, et avait perturbé son image de famille parfaite. Le téléphone continuait son bourdonnement colérique et insistant. Je l'ai pris. Marcus m'observait, sans rien dire. J'ai regardé le nom de ma mère sur l'écran. J'ai vu son visage dans mon esprit, son expression de désapprobation douloureuse et impatiente. Puis, délibérément, j'ai appuyé longuement sur le bouton d'alimentation. L'écran est devenu noir. J'ai posé le téléphone. Désormais un morceau de verre mort et inutile. Maintenant, ai-je dit, en prenant une autre profonde inspiration de l'air marin gratuit. Je vais profiter de mes vacances dans la suite face à l'océan au sanctuaire. L'atmosphère était chargée de tension. La magnifique vue panoramique sur l'océan Atlantique passait complètement inaperçue. Lorraine faisait les 100 pas sur le tapis épais et coûteux, ses mains tordant la lanière de son sac à main. Simone et Ryan étaient assis rigidement sur un canapé en soie, se chuchotant frénétiquement des choses. Mon père Charles se tenait près de la fenêtre, le dos rigide. Il était resté silencieux pendant tout le trajet en ascenseur, le silence irradiant une fureur froide. Finalement, il a tourné son visage, un masque de rage contrôlé. « Arrêtez de chuchoter, vous deux », a-t-il ordonné. Simone et Ryan se sont tus. « Ryan !» Ryan a levé les yeux, sursautant comme un étudiant pris en train de tricher. « Oui, Charles, va chercher ton ordinateur maintenant. » Ryan s'est pratiquement précipité pour récupérer son ordinateur portable argenté et élégant dans sa mallette. Il s'est assis au bureau orné, regardant mon père avec attente. « Je veux savoir pour cette voiture, » a dit Charles, la voix dangereusement calme. « Cette Maybach, je veux savoir à qui elle appartient, et je veux savoir tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Marcus. » Le chauffeur a dit, « Monsieur Marcus attend. »« Trouve-le tout de suite, Charles, » a dit Ryan, ses doigts volant sur le clavier. Le seul son dans la pièce pendant les minutes suivantes fut le clic-clac rapide des touches et la respiration anxieuse et superficielle de Lorraine. « D'accord, » a dit Ryan, la voix tendue. La voiture. C'est une Maybach classe S 2025. Elle est enregistrée au nom d'une entité morale. Oratech Holdings LLC. Oratech. Charles a répété, testant le nom. Qu'est-ce que Oratech? Je cherche. Je cherche. Ryan tapait furieusement. Il s'est soudainement arrêté. Il s'est penché plus près de l'écran. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Accouche. Charles a aboyé. Ryan a dégluti, les yeux grands ouverts. Charles, tu dois voir ça. Il a retourné l'ordinateur portable. Marcus, son nom complet est Marcus Thorne. Il est le fondateur et PDG d'Oratech. Lorraine a arrêté de marcher. Un PDG? Est-ce une vraie entreprise? Réelle? Ryan a laissé échapper un court rire hystérique. Lorraine, ce n'est pas seulement réel. Cette entreprise, c'est un géant, une firme technologique privée de défense et de logistique. Ils viennent de signer un contrat de 1,7 milliard avec le Pentagone le mois dernier. Ils sont ce qu'on appelle une licorne, Charles. Une énorme licorne. La pièce est devenue complètement silencieuse. Simone, qui fixait son mari d'un air absent, a soudainement eu un souffle coupé, sa main volant à sa bouche. Son visage est devenu pâle. Oratech, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Oratech. Ryan, cherche la fondation Oratech. Ryan, ses propres mains tremblant légèrement, a tapé de nouveau. C'est ici. Leur branche philanthropique. Attends. Oh mon Dieu. La fondation Oratech est la source de financement principale pour Tech for Hope. Tech for Hope, a répété Lorraine, sa voix n'étant plus qu'un faible murmure. C'est la petite association caritative de Monique. Celle où elle travaille tout le temps.
Ce n'est pas son association, maman, a dit Simone, sa voix montant de panique. C'est leur association. C'est la sienne. C'est ça le lien. Lorraine s'est effondrée sur le bord du lit king size, ses mains s'agitant à sa gorge. Alors Monique le connaît. Elle connaît le PDG d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Pourquoi garderait-elle une chose pareille secrète? Charles a frappé sa main sur le bureau, faisant sursauter Ryan et s'entrechoquer les glaçons dans un verre d'eau à proximité. Ne sois pas idiote, Lorraine, a-t-il hurlé, le visage sombre de fureur et d'humiliation. Elle ne fait pas que le connaître, elle travaille pour lui. Simone s'est saisie de cela, ses yeux se rétrécissant. C'est ça. C'est ce que c'est. Ce n'est pas une travailleuse caritative. C'est son employée. Probablement son assistante exécutive ou quelque chose du genre. C'est pour ça qu'il a envoyé une voiture. C'est pour ça qu'elle a cette carte de crédit. C'est une carte de société. Charles, a dit Ryan, le visage pâle. Une assistante exécutive avec une carte Centurion. C'est très improbable. Je m'en fiche. Charles faisait les 100 pas maintenant. Sa rage était palpable. Elle nous a caché ça. Cette fille, cette ingrate, cette fille secrète. Elle nous ment depuis des années, travaillant pour ce magnate de la technologie tout en prétendant être une pauvre victime en difficulté. Lorraine avait l'air déconcertée. Mais pourquoi cacherait-elle un bon travail? Parce qu'elle est manipulatrice, a craché Charles. Elle s'est jouée de nous, elle s'est jouée de moi. Elle s'est tenue là, dans ce hall, et m'a laissé croire qu'elle n'était rien. Elle s'est moquée de nous. C'est de ça qu'il s'agit. L'humiliation. Le restaurant s'appelait The Tide. C'était le seul établissement 3 étoiles Michelin de l'île, notoirement impossible à réserver et situé dans une crique privée séparée, loin du complexe principal. La salle à manger était intime avec peut-être seulement 15 tables, chacune parfaitement espacée pour l'intimité. Un mur entier de verre s'ouvrait directement sur la plage où l'océan baigné de clair de lune fournissait la seule décoration nécessaire. Le bruit du ressac était une toile de fond rythmique et calme pour le tintement de l'argenterie et du cristal. Marcus avait organisé la réservation, bien sûr. Nous étions assis à la meilleure table de l'établissement, un box d'angle qui offrait une vue panoramique à la fois sur l'océan et sur la salle. L'expansion de Francfort semble solide, disait Marcus, en faisant tourner son vin. Leurs obstacles réglementaires sont plus bas que ce que nous avions anticipé. Si nous bougeons maintenant, nous pourrions avoir le centre de données opérationnel d'ici le 3e trimestre. C'est agressif, ai-je dit, en coupant mes noix de Saint-Jacques poêlées. Mais j'aime ça. Mon algorithme pour la nouvelle plateforme logistique est presque prêt. Il réduira le temps de traitement de 30%. Si nous lançons cela en conjonction avec le nouveau centre, nous dominerons le marché européen avant même que nos concurrents ne sachent que nous sommes là. Il a souri, levant son verre. C'est bien ma directrice technologique. Toujours avec 3 coups d'avance. Nous avons trinqué, le geste calme de 2 partenaires qui se faisaient implicitement confiance. Nous étions à l'aise dans notre élément, discutant de stratégie à $1 milliard avec la même aisance que d'autres pourraient discuter de la météo. C'est dans ce moment de confiance tranquille que j'ai senti leur regard sur moi. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai simplement continué ma conversation avec Marcus, mais mes sens se sont aiguisés. J'ai jeté un coup d'œil vers la gauche en utilisant le reflet dans le mur de verre. Ils étaient là. Assis à une petite table inconfortable près de l'entrée de service. Simone et Ryan. Ils avaient dû actionner tous les leviers, probablement même mentionner le nom de mon père juste pour obtenir une table de dernière minute, tout cela pour continuer leur surveillance. Ils faisaient semblant de lire leur menu, mais leur attention était entièrement fixée sur nous. Simone chuchotait furieusement à Ryan derrière sa serviette. Ryan regardait Marcus avec une expression d'envie pure et pure. Ils essayaient tellement de paraître décontractés, mais ils détonnaient dans cet environnement comme des bijoux de fantaisie bon marché. Le costume de Ryan était trop voyant. La robe de Simone était trop serrée. Ils essayaient d'avoir l'air riches. Marcus et moi l'étions, tout simplement. Je me suis retourné vers Marcus et j'ai souri délibérément, en les ignorant. Donc, ai-je continué en prenant une bouchée de Saint-Jacques, concernant la capacité du serveur de Francfort. J'ai une idée.
Nous avons ri de quelque chose qu'il a dit. Un son sincère et détendu. Nous avons discuté de notre travail, de notre histoire commune, de nos projets. Nous étions deux égaux, deux partenaires, à l'aise et puissants. Et à l'autre bout de la pièce, je pouvais sentir la chaleur du regard de ma sœur brûlant d'une confusion et d'une rage que, pour la première fois de ma vie, je trouvais complètement et totalement hors de propos. Nous étions à la moitié de notre plat principal quand une ombre s'est abattue sur notre table. Simone se tenait là, ses phalanges blanches alors qu'elle agrippait le dossier d'une chaise vide. Son visage était rouge, un masque de fureur et de confusion mal dissimulé. Ryan traînait quelques pas derrière elle, ayant l'air de vouloir désespérément être n'importe où ailleurs. « Je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues, Mo, a-t-elle craché, sa voix n'étant qu'un sifflement bas et tremblant. Mais ça s'arrête maintenant. Tu te ridiculises, et tu rends toute la famille malade d'inquiétude. J'ai lentement posé ma fourchette sur le bord de mon assiette. Je n'ai pas levé les yeux vers elle immédiatement. J'ai pris une petite gorgée de mon vin, laissant le silence s'étirer, la laissant là sous le regard des autres dîneurs. Finalement, j'ai levé les yeux. Mon expression n'était pas colérique, ni triste. Elle était froide. Un jeu, Simone ? Ai-je demandé, ma voix calme, mais portant loin. Tu appelles ça un jeu ? Moi, j'appellerais le fait d'être abandonné dans le hall d'un hôtel par toute ma famille un jeu. Je joue simplement selon les règles que vous avez tous fixées. Je prends soin de moi, tout comme papa l'a suggéré. Avant que Simone ne puisse formuler une répartie, Marcus a posé sa serviette sur la table et s'est levé. Il était plus grand que Ryan, et sa présence était instantanément imposante. Il n'était pas agressif, juste complètement, inébranlablement calme. Il a offert à Simone un sourire poli et désarmant. « Bonsoir. Vous devez être Simone, a-t-il dit, sa voix douce et profonde. Je suis Marcus Thorne. C'est un plaisir sincère de vous rencontrer enfin. Monique m'a tellement parlé de vous. » Sa politesse l'a déstabilisé. Elle l'a fixé momentanément, sans voix. Toute son agression travaillée était conçue pour moi, la sœur qu'elle pouvait intimider. C'était inutile contre lui. Elle a visiblement bafouillé, essayant de reprendre le contrôle. Elle a jeté un coup d'œil de sa montre coûteuse vers moi de nouveau. « Alors c'est ça ?» a-t-elle ricané, retrouvant ses appuis. « C'est lui ton patron. C'est lui qui paie pour tout ça. » Elle a agité la main vers le restaurant coûteux. « Il doit vraiment bien te payer. Combien te donne-t-il pour t'offrir une carte noire et une Maybach, Mo ? Est-ce que ça fait partie de ton bonus ?» Elle criait pratiquement, essayant de me dépeindre comme une femme entretenue. La seule explication que son esprit pouvait saisir. Marcus a laissé échapper un rire doux, presque imperceptible. Ce n'était pas un rire d'humour, mais d'ironie pure. Il a regardé Simone avec une expression d'amusement poli comme si elle était une enfant qui venait d'affirmer avec assurance que le ciel était vert. « Vous avez mal compris, Simone, a-t-il dit, sa voix calme et désarmante. Monique ne travaille pas pour moi. » Il a marqué une pause, laissant cela pénétrer les esprits. Elle et moi sommes partenaires. Nous avons bâti Oratech ensemble en partant de rien dans un garage à Palo Alto il y a 6 ans. Il a fait un geste vers moi, toujours assise, sirotant calmement mon vin. Je suis le PDG. Oui, je m'occupe du conseil d'administration et des investisseurs, mais Monique, a-t-il dit, sa voix remplie d'un respect profond et sincère que ma famille ne m'avait jamais montré une seule fois. Monique est la directrice technologique. Elle ne fait pas seulement partie de l'entreprise, Simone. Elle en est le cerveau. Chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque contrat que nous avons jamais gagné, c'était elle. Je ne suis que le costume. Le sang a quitté le visage de Simone. Son sourire moqueur forcé a flanché, remplacé par un regard vide, la mâchoire pendante. Ryan, derrière elle, avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Directrice technologique, a finalement bafouillé Simone, sa voix craquant. Elle ? Vous mentez. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts d'incrédulité et d'une nouvelle panique montante. Toi. Tu es la directrice technologique d'une entreprise d'1 milliard de dollars. C'est impossible. Elle a laissé échapper un rire désespéré et hystérique. Toi. Tu es l'échec. Tu es celle qui n'a même pas pu entrer dans une vraie école.
Tu n'es même pas allé dans l'Ivy League. Papa a dû utiliser ses relations juste pour te faire entrer dans une université d'État. J'ai finalement posé mon verre de vin. J'ai regardé ma sœur, mon expression n'étant pas colérique, juste fatiguée. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je n'ai pas été dans l'Ivy League. Tu penses à ton admission à Brown, celle pour laquelle maman et papa ont organisé une fête. Je me suis penché en avant. Je suis diplômé du MIT avec mention en informatique et intelligence artificielle. J'ai laissé les mots faire leur effet. Mais je ne t'en veux pas d'avoir oublié. C'était le même printemps où tu hésitais entre Vera Wang et Oscar de la Renta pour ton premier mariage. Je suppose que tout le monde était simplement préoccupé. Simone était complètement silencieuse. Elle me fixait simplement, son monde entier basculant visiblement sur son axe. Le récit autour duquel elle avait construit sa vie, sa supériorité, mon échec, venait de s'évaporer. J'ai regardé ma sœur, son visage pâle et choqué. La colère que j'avais ressentie si longtemps avait disparu, remplacée par une finalité froide et calme. Tu as raison, Simone, ai-je dit, ma voix étant à peine plus qu'un murmure, mais elle a traversé le calme du restaurant. Je ne suis pas allé dans l'Ivy League. Je suis allé au MIT. Et vous avez tous oublié parce que vous étiez occupés à planifier ton mariage. Je me suis légèrement penché en avant. Toi, maman et papa, vous m'avez tous condamné d'avance. Vous avez décidé que j'étais l'échec, le cas social, la déception. Et pourquoi? J'ai laissé la question en suspens. Parce que je n'entrais pas dans votre récit. Parce que je n'étais pas obsédé par l'argent et le statut. Parce que je n'étais pas vous. Simone a commencé à bégayer. Je n'ai pas. J'ai gardé ma vie privée pour une raison très simple, ai-je continué en lui coupant la parole. Je voulais voir si l'un de vous, juste une fois, pouvait être fier de moi. Pas de mes accomplissements, pas de mon compte en banque, juste de moi. Je voulais voir si cette famille était capable d'aimer quelqu'un inconditionnellement. J'ai repris mon verre de vin et je l'ai regardé par-dessus le bord. Et ce soir, dans ce hall, quand ma propre mère m'a dit que je ne faisais pas partie de la vraie famille et que tu m'as dit d'aller dans un motel 6, j'ai enfin eu ma réponse. Vous ne le pouvez pas. Marcus, qui avait observé tout cela avec une intensité tranquille, est finalement intervenu. Il a tourné son sourire poli et désarmant vers Simone. Et juste au cas où vous vous poseriez encore des questions sur cette carte de crédit de société, Simone, a-t-il dit, sa voix décontractée comme s'il discutait de la météo. La part de 40% de Monique dans Zoratech, l'entreprise que nous avons bâtie ensemble, a été officiellement valorisée la semaine dernière après le contrat avec le ministère de la Défense. Il a marqué une pause juste assez longue. 1,2 milliard. Milliard. Le mot a explosé dans le silence entre nous. Le visage de Simone est devenu complètement blanc. Elle a physiquement reculé en trébuchant, sa main s'agitant pour attraper le dossier d'une chaise vide afin de se stabiliser. Ses yeux étaient grands et vides. Milliard, a-t-elle bégayé. 1,2 milliard de dollars. J'ai pris une bouchée calme et délibérée de ma noix de Saint-Jacques. Elle était parfaitement cuite. J'ai finalement levé les yeux vers ma sœur, son monde entier brisé et se reformant autour d'elle. C'est exact, Simone, ai-je dit. Maintenant, tu peux retourner à ta table. Tu peux finir ton dîner, et tu peux faire ton rapport à maman et papa. Je lui ai adressé un petit sourire froid. Bon appétit. Simone n'est pas retournée à sa table en marchant. Elle a titubé. Ses mouvements étaient saccadés et mal coordonnés. Sa grâce habituelle de félin confiant avait disparu, remplacée par les pas tremblants de quelqu'un qui venait de regarder par-dessus le bord d'une falaise. Son visage était un masque pâle et cireux. Ryan s'est levé alors qu'elle s'approchait, sa propre expression étant un mélange d'irritation et de confusion. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce gars a dit? Elle s'est effondrée sur sa chaise, ses mains tremblant visiblement alors qu'elle cherchait son verre d'eau. Milliard, a-t-elle chuchoté, la voix rauque. Ryan s'est penché, agacé. Quoi? De quoi tu parles? Parle plus fort, Simone. Il a dit 1,2 milliard, a-t-elle dit, sa voix craquant. Il a dit qu'elle est la directrice technologique, le cerveau. Il a dit qu'elle est son associé.
Il a dit qu'elle est allée au MIT. Les yeux de Ryan se sont agrandis, la couleur quittant instantanément son visage. La carte Centurion, la Maybach, la villa privée, le restaurant étoilé Michelin. Tout s'est abattu sur lui d'un coup, un raz-de-marée d'informations que son cerveau ne pouvait pas traiter. Elle est milliardaire, a-t-il chuchoté, sa voix remplie d'une admiration malade et stupéfaite. Monique. Notre Monique. Simone le fixait simplement, les yeux vides devant l'horreur de ses propres actions. Nous lui avons dit d'aller dans un motel 6. Ryan n'a pas hésité. Il a jeté une poignée d'argent sur la table, bien plus qu'il n'en fallait pour couvrir leur boisson intacte. Il a attrapé Simone par le bras, la tirant brusquement pour la mettre debout. Nous devons partir. Nous devons le dire à ton père maintenant. Ils ont pratiquement couru hors du restaurant, ignorant les regards confus du personnel et des quelques autres dîneurs. Le trajet de retour vers le sanctuaire fut un flou frénétique et silencieux. Ils ont fait irruption dans la suite face à l'océan de Charles et Lorraine sans frapper, trouvant Charles au téléphone avec son avocat et Lorraine lisant un magazine de mode. « C'est une milliardaire », a crié Simone, les mots sortant dans un élan hystérique. Charles a baissé son téléphone, son expression se durcissant. « Qu'est-ce que tu as dit ? Arrête de dire des bêtises. » C'est vrai. Ryan a halté, s'appuyant contre le cadre de la porte, le visage pâle et en sueur. Monique, ce n'est pas une travailleuse caritative. Elle est la cofondatrice et directrice technologique d'Oratech. Ce gars Marcus Thorne est le PDG. Charles, l'entreprise vaut plus d'1 milliard de dollars. Sa part personnelle est. Lorraine a laissé tomber son magazine. Quoi ? C'est impossible. C'est juste Monique. C'est vrai, a hurlé Simone, trouvant enfin sa voix. Elle est allée au MIT. Elle nous ment depuis des années. Elle s'est moquée de nous. La réaction fut immédiate et explosive. Charles a poussé un rugissement guttural de pure rage primaire. Il a balayé d'un revers de main le bar humide orné, en voyant un Veric Ball en cristal se briser contre la cheminée en marbre. De la glace et du whisky coûteux se sont éparpillés sur le tapis immaculé. Elle a osé, a-t-il beuglé, son visage prenant une teinte pourpre foncée. Elle a osé me mentir, mentir à cette famille. Elle s'est jouée de nous. Elle s'est assise là, dans ce hall, et elle nous a laissés. Elle nous a fait passer pour des imbéciles. Lorraine, cependant, avait eu une prise de conscience différente, plus terrifiante. Elle s'est effondrée sur le canapé, ses mains volant à sa bouche. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était horrifiée. Oh, Charles, Charles, arrête de crier. Elle pleurait, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Tu ne comprends pas ce que cela signifie ? Je comprends parfaitement, a-t-il hurlé. Elle est trompeuse. Elle est manipulatrice. Non, a sangloté Lorraine, ses mots étouffés par ses mains. Tu ne saisis pas. Nous venons de dire à notre fille milliardaire qu'elle ne faisait pas partie de la vraie famille. Nous l'avons abandonnée, Charles. Nous lui avons dit d'aller dans un motel 6. Nous avons traité notre fille milliardaire, comme si elle était une moins que rien. Le lendemain matin était radieux et clair. La tempête du drame familial de la nuit précédente semblait lointaine. J'étais à des kilomètres du sanctuaire, assise sur le pont supérieur ensoleillé du yacht d'entreprise d'Oratech, Laura. C'était moins un bateau qu'un centre de commandement flottant de haute technologie, complet avec Internet satellite sécurisé et affichage de données holographiques. Marcus et moi travaillions déjà, ordinateurs portables ouverts, feuilles de calcul et codes affichés sur les écrans devant nous. L'océan était calme et une légère brise portait l'odeur de la mer. C'était paisible. Mon téléphone personnel, que j'avais récupéré dans la suite présidentielle et chargé, a soudainement sonné, brisant le calme. J'ai regardé l'écran. Charles. Marcus m'a jeté un coup d'œil. Pile à l'heure. J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration et répondu. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, posant le téléphone sur la table entre nous. Une voix que je reconnaissais à peine a inondé le pont. C'était celle de mon père, mais elle dégoulinait d'une douceur artificielle et épaisse qui m'a donné la chair de poule. Monique. Oh, Monique, ma chérie, c'est toi ? Je n'ai rien dit.
Monique, mon amour, a-t-il continué, sa voix débordant d'une fausse émotion. Ta mère et moi avons été malades d'inquiétude. Nous avons appelé toute la nuit. Nous avions tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Ryan nous a dit. Ryan nous a dit ce que tu as accompli. Nous sommes justes. Nous sommes juste sidérés, ma chérie. J'ai regardé Marcus, qui sirotait calmement son café, ses yeux révélant son amusement. Nous avons été des imbéciles, Monique. Charles a poursuivi, sa voix chargée d'un regret de façade. Des imbéciles absolus. Hier soir, nous étions juste sous le choc. Nous aurions dû être fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Si incroyablement fiers. J'ai finalement pris le téléphone, ma voix aussi calme et plate que l'océan devant nous. Papa, ai-je dit, lui coupant la parole. Laisse-moi te poser une question. Tout ce que tu veux, ma chérie. Tout ce que tu veux. Es-tu fier de moi? Ai-je demandé, ou es-tu fier de mes 1,2 milliard de dollars? La fausse chaleur sur la ligne est morte instantanément. Il y eut un lourd silence pesant. Je pouvais l'imaginer, son esprit tournant à plein régime, essayant de trouver les bons mots pour naviguer dans cette situation. Monique, ne parle pas comme ça, a-t-il fini par dire, sa voix tendue alors qu'il essayait de retrouver son ton affectueux. Ce n'est pas. Nous sommes une famille. Nous t'aimons. L'argent n'est qu'un merveilleux bonus, un témoignage de ton dur labeur. Nous voulons simplement célébrer notre fille. Célébrer? Ai-je répété, ma voix dépourvue d'émotion. Oui, a-t-il dit, saisissant le mot. C'est exactement ça. Tu dois revenir au complexe tout de suite. Nous annulerons nos plans. Nous le dirons à Simone aussi. Nous ferons tout ce que tu veux. Nous organiserons une fête pour toi, Monique. Une immense célébration ici même. Tous nos amis, toute la famille. Nous montrerons à tout le monde à quel point nous sommes fiers de toi. J'ai laissé l'offre flotter dans l'air un moment. Le son des petites vagues clapotant contre la coque du yacht remplissant le silence. Une fête, une célébration. Maintenant que j'étais milliardaire, il voulait me célébrer. L'hypocrisie était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Non, merci, papa, ai-je dit, ma voix polie, mais sans ambiguïté froide. Je ne suis pas intéressé par une fête. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix a bafouillé, la fausse gaieté s'évaporant. Monique, c'est une opportunité merveilleuse. J'ai du travail à faire, ai-je interrompu, jetant un coup d'œil aux données complexes brillant sur l'écran de mon ordinateur portable. Du vrai travail. Le travail que je fais depuis 6 ans pendant que vous pensiez tous que j'étais un échec. Et franchement, ai-je ajouté, ma voix baissant d'un octave, je n'ai absolument aucun désir de célébrer quoi que ce soit avec les gens qui m'ont abandonné dans le hall d'un hôtel il y a moins de 24 heures. Abandonné. Ne sois pas si dramatique, Monique. C'était un malentendu. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu un chahut à l'autre bout, et la voix de ma mère, aiguë et frénétique, a jailli du téléphone. Lorraine lui avait manifestement arraché le téléphone des mains. Monique, tu ne peux pas penser ça, a-t-elle crié, sa voix tendue par la panique. Tu dois nous pardonner. Nous avons fait une erreur. Une terrible, terrible erreur. Mais ta famille, tu dois nous aider. Tu as tout maintenant. Tu as tout cet argent. Et nous? Nous? Sa voix s'est brisée et je l'ai entendu chuchoter loin du téléphone. Charles, dis-lui, tu dois lui dire maintenant. Il y eut un autre son étouffé, puis la voix de mon père est revenue sur la ligne. Mais cette fois, toute la fausse chaleur, toute la fureur fanfaronne avait disparu. Elles étaient remplacées par un son que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant, le désespoir. Monique, a-t-il dit, sa voix basse et tendue. L'entreprise, mon entreprise est en difficulté. J'ai attendu, ne disant rien. C'est l'audit, a-t-il dit, les mots se précipitant maintenant, forcés et humiliés. C'est grave. J'ai fait de mauvais investissements. J'ai mobilisé les actifs pour couvrir. Peu importe. Le fait est que j'ai de lourdes dettes, Monique. La banque rappelle mes prêts. Je vais tout perdre.
J'ai fermé les yeux. Ce n'était donc pas seulement une question de fierté. Ce n'était pas seulement l'humiliation de voir sa fille plus riche que lui. C'était l'argent. J'ai besoin d'un prêt, ma chérie, a-t-il bégayé. Une étape importante, juste pour s'en sortir. Tu es mi-fille. Tu peux aider. Alors voilà. La vraie raison de l'appel. La vraie raison des fausses excuses, de la fierté soudaine, des appels désespérés à la famille. Ils ne voyaient pas une fille à qui ils avaient fait du tort. Ils voyaient une solution. Ils voyaient une banque. J'ai enfin parlé. Ma voix était calme, éteinte. Alors c'est ça. C'est la vraie raison. Tu as besoin de mon argent. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai raccroché. J'ai fixé l'écran noir et silencieux de mon téléphone. Le son de la voix suppliante et désespérée de mon père résonnait encore dans l'air calme du pont du yacht. Je n'arrive pas à y croire, ai-je chuchoté en regardant Marcus. Il me regardait, son expression illisible. En fait, j'ai laissé échapper un rire sec et amer. J'ai vraiment cru une seconde qu'il appelait parce qu'il s'en voulait, parce qu'il avait honte de ce qu'ils avaient fait. J'ai secoué la tête, la naïveté de la chose me rendant malade. Il n'avait pas honte. Il calculait, tout simplement. Il cherchait juste l'angle d'attaque. Monique, tu ne peux pas être surprise, a dit doucement Marcus. C'est ce qu'ils ont toujours été. Tu as juste un prix plus élevé maintenant. Il n'a même pas essayé de le cacher, ai-je dit, la colère montant, chaude et vive. Il n'a même pas essayé de faire semblant de s'intéresser à moi pendant plus de 30 secondes. Il a juste vu une solution à ses problèmes d'argent. Il a vu un distributeur automatique sur pattes. Je me suis levé, trop agité pour rester assise, et j'ai marché vers le bastingage du yacht. J'ai agrippé le métal froid en regardant l'eau. Il me demande un prêt. Après m'avoir abandonné, après avoir laissé Simone et Ryan me traiter comme si je n'étais rien, tout le poids humiliant de leurs actions, le Motel 6, la vraie famille, l'échec m'est revenu de plein fouet, aggravé par cette demande d'argent avide et désespérée. Ils sont incroyables, ai-je bouillonné en me tournant vers Marcus. Ils sont complètement dépourvus de tout. Mes mots ont été coupés par la sonnerie métallique stridente du téléphone satellite de Marcus. C'était sa ligne privée, celle réservée aux urgences et aux membres de haut niveau du conseil d'administration. Elle ne sonnait jamais pour de bonnes nouvelles. La posture détendue de Marcus a disparu. Il a été instantanément en alerte, répondant avant la deuxième sonnerie. Thorne, écoute-t-il. Son dos, qui était appuyé contre la chaise longue, est devenu raide comme la justice. Son visage a blêmi. Quoi? Dit-il d'une voix tranchante. Très professionnel. Où? Quand est-ce arrivé? Il s'est levé, faisant les 100 pas en un petit cercle serré sur le pont. Est-il stable? Compris. Oui. Oui, bien sûr. Nous sommes en route. 20 minutes. Dites-leur que nous arrivons. Il a raccroché, son visage figé en un masque de gravité sombre. Il m'a regardé, et mon propre cœur a commencé à cogner dans ma poitrine, une soudaine peur glaciale m'envahissant. Marcus, ai-je chuchoté. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Il a hésité, ses yeux pleins d'une douleur qui n'était pas la sienne. Il essayait visiblement de trouver les mots justes. Monique, dit-il d'une voix basse et assurée. Il y a eu un accident au complexe hôtelier. À l'hôtel de ta famille. Et de qui s'agit-il? C'est ma mère? Mon père? Marcus a fait un pas vers moi, l'expression sombre. C'est Jadon, dit-il. C'est ton neveu. Il a soutenu mon regard, sa voix douce mais ferme. Mot. Il est tombé. Il est tombé de leur balcon au 3e étage. Il a atterri sur la terrasse en béton de la piscine en bas. Le yacht est revenu à toute allure au quai privé. Le chauffeur attendait déjà. Le moteur de la Maybach tournait. Le trajet de 20 minutes jusqu'à l'hôpital de Hilton n'a été qu'un flou silencieux à grande vitesse. Marcus était au téléphone, passant des appels d'une voix basse et urgente, organisant des choses que je ne pouvais même pas assimiler.
Je regardais simplement par la fenêtre, l'esprit engourdi. Jadon, 3 ans, ce petit garçon avec les yeux de ma sœur. Cela ne semblait pas réel. Nous avons franchi les portes automatiques des urgences. La salle d'attente était d'un blanc austère et stérile, sentant l'antiseptique et la peur. Et ils étaient là, ma famille. Mais ils étaient brisés, méconnaissables. Ils étaient regroupés dans un petit coin d'attente privée, l'image même du chaos pur. Ma mère, Lorraine, était assise toute droite sur une chaise en vinyle, sa robe en lin blanc maintenant froissée et tachée de larmes. Elle tenait Simone, qui s'était effondrée contre elle en hurlant. Ce n'était pas un cri discret, mais un son brut, animal, d'une agonie pure. Ryan, le mari de Simone, n'était pas l'homme suffisant et impeccable du hall. C'était une épave. Sa chemise de prix était débraillée. Ses cheveux étaient collés par la sueur, et il faisait des va-et-vient dans un cercle serré et frénétique, passant ses mains dans ses cheveux et murmurant « Non, 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 non ». Mon père Charles était affalé contre le mur du fond, son visage d'un gris cendré choquant. Il paraissait avoir 100 ans. Toute la colère, toute l'autorité avait disparu. Il fixait simplement le sol d'un regard vide. Un homme brisé. Lorraine a été la première à me voir. Sa tête s'est relevée brusquement, ses yeux grands ouverts et bordés de rouge. Monique, s'est-elle écriée, la voix brisée par un soulagement désespéré et choquant. Oh, merci mon Dieu que tu sois là, Jadon. Il. Oh, mon Dieu. Monique. Il. Mais avant qu'elle ne puisse finir, les hurlements de Simone se sont arrêtés. Elle s'est écartée de ma mère, relevant lentement la tête. Son beau visage était ravagé, gonflé et strié de larmes et de mascara. Mais quand ses yeux se sont ancrés dans les miens, ils n'étaient pas remplis de chagrin. Ils étaient remplis d'une haine pure et sans mélange. Toi, a-t-elle sifflé d'un murmure venimeux qui a résonné dans la petite pièce. Elle s'est précipitée sur ses pieds, pointant un doigt tremblant vers moi. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix est montée jusqu'au cri. Sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais là, pour te moquer de nous? Pour rire? Simone, arrête. A chuchoté mon père. Mais elle ne l'entendait pas. C'est de ta faute? A-t-elle hurlé, se jetant vers moi avant que Ryan ne lui saisisse le bras. C'est entièrement de ta faute. Si tu n'avais pas fait ce scandale, si tu n'avais pas été aussi égoïste et mélodramatique, nous aurions été là. Nous l'aurions surveillé. C'est sur toi. J'ai reculé, chancelant d'un pas comme si elle m'avait physiquement frappé. Le mot faute semblait résonner dans le couloir stérile éclairé au néon. Ma faute, ai-je chuchoté, le son à peine audible. Comment? Comment cela pourrait-il être ma faute? J'étais à des kilomètres sur un yacht en train d'essayer de leur échapper. Oui, ta faute. A hurlé Simone, sa voix déchirant le bourdonnement calme des urgences. Elle s'est dégagée de la poigne de Ryan et s'est jetée vers moi, ses doigts manucurés pointés comme des griffes vers ma poitrine. Toi. Tu as fait ça. Tu gâches toujours tout. Lorraine, ma mère, continuait simplement de sangloter. Oh, Simone. Non, ne fais pas ça. Non. Simone a hurlé, l'ignorant. Ses yeux fixés sur les miens, fous de chagrin et d'une rage familière et terrifiante. Elle doit l'entendre. Nous allions bien. Nous allions tous bien jusqu'à ce qu'elle commence ça. Jusqu'à ce qu'elle passe cet appel téléphonique. Mon sang s'est glacé. L'appel téléphonique. L'appel où mon père me suppliait pour de l'argent. Quoi? De quoi parles-tu? Maman et papa étaient dévastés après que tu leur as raccroché au nez. Elle criait, ses mots résonnant sur le carrelage. Papa était furieux. Maman était hystérique. Ils étaient dans un état pas possible, Ryan et moi. On ne pouvait même pas leur parler. On avait juste besoin d'une minute. On est allé marcher sur la plage. Juste 10 minutes. C'est tout. Elle sanglotait hystériquement maintenant. De grandes inspirations qui semblaient la déchirer. On a laissé Jadon avec eux dans la suite. Ils étaient censés le surveiller. Elle s'est arrêtée, le souffle court. Mais ils étaient distraits. Ils se disputaient à ton sujet,
à propos de ton argent, à propos de ce que tu avais dit. Ils étaient distraits par ton égoïsme. Elle a fait un pas chancelant de plus vers moi. Et il a grimpé. Oh, mon Dieu. Ryan, il a juste. Il a grimpé par-dessus le bastingage du balcon. Elle s'est effondrée dans une nouvelle vague de sanglots, se tenant le ventre alors que Ryan se précipitait pour la soutenir. Si tu n'avais pas appelé, a-t-elle craché à travers ses larmes. Si tu ne les avais pas contrariés, il l'aurait surveillé. Cela ne serait jamais arrivé. Tu. Elle ne pouvait même pas prononcer les mots, mais ses yeux les hurlaient. Tu as tué mon fils. L'accusation était monstrueuse. Une tentative tordue et désespérée de rejeter la responsabilité de leur propre négligence catastrophique sur moi. J'ai senti le monde basculer. J'ai senti mes genoux fléchir. Et Marcus a posé une main ferme et stabilisatrice sur mon bras. C'était un cauchemar. Ce n'était pas réel. Simone, tais-toi. Mon père, Charles, a enfin parlé. Sa voix était rauque, étranglée, son visage cendré. Il ne me regardait pas. Il regardait Simone. Ce n'est pas le moment pour ça. Arrête. Pas ici. Me défendait-il? Ou avait-il simplement peur que la vérité sur leur échec soit hurlée dans un hôpital public? Cela n'avait pas d'importance. Le mal était fait. Dans son chagrin, Simone venait de me donner l'arme. Elle ne voyait pas la vérité. Ils étaient distraits. Ils étaient négligents. Et c'était leur obsession pour mon argent qui en était la cause. Avant même que je ne puisse trouver les mots pour me défendre contre cette logique horrible et tordue, les lourdes doubles portes de la salle de traumatologie se sont ouvertes avec un sifflement pneumatique. Un médecin en blouse bleue, le visage sombre et marqué par l'épuisement, est sorti. Il a retiré son masque chirurgical, révélant une expression fatiguée et sérieuse. La famille de Jaden Whitfield. La fragile bulle toxique de notre drame familial s'est instantanément évaporée, remplacée par une nouvelle terreur plus vive. Ryan et Charles se sont précipités en même temps, leur voix désespérée et brisée. C'est nous. Je suis son père, a supplié Ryan, saisissant le bras du médecin. Je suis son grand-père, a dit Charles, la voix brisée, toute son autorité factice envolée. Comment va-t-il? Est-il en vie? S'il vous plaît, docteur, dites-le nous simplement. Comment va mon petit-fils? Le docteur Evans a regardé les visages désespérés de mon père et de mon beau-frère, son expression sombre et profondément fatiguée. Il a levé une main, sa voix basse et calme, dominant la pièce. Votre fils, votre petit-fils est en vie. Nous avons réussi à le stabiliser pour le moment. Un soupir de soulagement collectif a parcouru ma famille. Ryan s'est affalé contre le mur et Lorraine a laissé échapper un petit sanglot, mais le médecin n'avait pas fini. Cependant, a-t-il continué, et le mot est tombé comme une pierre. La chute a été importante. Il a subi un traumatisme crânien grave. Il y a un édème important. Il s'est arrêté, ses yeux rencontrant les leurs avec un sérieux imperturbable. Il a également une fracture haute de la colonne cervicale, une lésion des vertèbres cervicales. Ryan regardait simplement, sans comprendre. Les cervicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, a dit le docteur Evans d'une voix grave, que la chute a gravement endommagé sa moelle épinière à la base de son cou. La situation est extrêmement critique. Nous devons soulager la pression sur son cerveau et sur sa moelle épinière immédiatement haut. Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Mon père Charles, retrouvant sa voix de commandement, a fait un pas en avant. Alors qu'est-ce qu'on attend? Emmenez-le en chirurgie. Faites tout ce que vous avez à faire. Sauvez-le, tout simplement. Je paierai. Peu importe le prix. Le docteur Evans a secoué la tête lentement, et le regard sur son visage était celui d'une profonde frustration. Monsieur, vous ne comprenez pas. C'est bien là le problème. Quel problème? A exigé Ryan, sa voix montant. Il est stable, non? Opérez-le, c'est tout. Nous ne pouvons pas, a dit le docteur Evans, les mots frappant encore plus fort que les accusations de Simone. Cet hôpital, le Hilton Head General, nous sommes un établissement régional fantastique,
mais nous ne sommes pas équipés pour cette procédure spécifique et hautement spécialisée. Nous n'avons pas l'équipement de microchirurgie neurochirurgicale pédiatrique requis pour une opération aussi délicate. Il a regardé Charles puis Ryan. Et même si nous avions l'équipement, nous n'avons pas le spécialiste. Il y a peut-être 5 chirurgiens dans le pays qui se spécialisent dans ce type exact de traumatisme spinal pédiatrique. Votre petit-fils n'a pas seulement besoin d'un neurochirurgien. Il en a besoin d'un bien précis. Et les mots du docteur Evans sont restés suspendus dans l'air stérile, lourd et absolu. Il y a une personne, dit-il d'une voix basse. L'expert principal, sans doute le seul expert pour ce type spécifique de traumatisme cervical pédiatrique, est le docteur Alistair Reed. Il est chef du département de neurochirurgie à Johns Hopkins, à Baltimore. Baltimore? C'était à l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce qu'on attend? A exigé Ryan, sa voix se brisant sous un mélange de terreur et de son attitude habituelle de décideur. Appelez-le. Prenez un hélicoptère, un avion, peu importe ce qu'il faut. Amenez mon fils à Johns Hopkins. Ce n'est pas si simple, Monsieur Whitfield, a dit le docteur Evans, le regard fixe. Pour le déplacer en toute sécurité, nous aurions besoin d'un vol médicalisé de soins intensifs entièrement équipé, d'un jet d'évacuation médicale avec une équipe de traumatologie pédiatrique rien que pour l'amener là-bas. Alors appelez-les, a crié Ryan, perdant tout contrôle. Appelez Johns Hopkins. Dites-leur que nous arrivons. Je me fiche de ce que ça coûte. Faites-le, c'est tout. Monsieur Evans a levé la main, l'expression endolorie. Il a regardé Charles, puis Lorraine, puis à nouveau Ryan. C'était un homme sur le point de porter un deuxième coup dévastateur. Monsieur Whitfield, s'il vous plaît, écoutez-moi. Le docteur Reed. Son protocole chirurgical pour cela est encore considéré comme expérimental, et lui, ainsi que son équipe spécialisée à Johns Hopkins, sont totalement hors réseau pour votre assurance. Je me fiche de l'assurance, a tonné Charles, s'avançant. Je ferai un chèque. Passez l'appel, c'est tout. Le médecin a baissé les yeux sur son bloc-notes, puis a regardé mon père à nouveau. Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez l'ampleur de ce que cela implique. Parce qu'il s'agit d'un transport et d'une procédure d'urgence expérimentaux et hors réseau, l'hôpital Johns Hopkins ne réservera même pas la salle d'opération et la compagnie d'évacuation médicale ne démarrera même pas ses moteurs sans un paiement intégral à l'avance. Un autre genre de silence s'est abattu sur le groupe. La panique brute a été remplacée par une froide angoisse financière. À l'avance, a chuchoté Lorraine, sa voix tremblante. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? De quel genre de? De quoi parle-t-on? Le docteur Evans a pris une profonde inspiration. Il ressemblait à un homme qui détestait son travail, et cette partie-là plus que tout. Il avait déjà vu cette scène. Le vol d'évacuation médicale avec une équipe d'unités de soins intensifs pédiatriques de Charleston coûtera environ $200 000. Sa voix était plate et clinique. Les honoraires du docteur Reed et de son équipe chirurgicale, juste pour se réunir, s'élèvent à un demi-million. La salle d'opération spécialisée, l'équipement, les soins intensifs post-opératoires. Nous envisageons un coût prépayé estimé à. Il s'est arrêté pour les laisser se préparer. 1,5 million de dollars. 1,5 million. Le chiffre est resté là, suspendu. C'était une abstraction, une impossibilité. Ryan, qui vibrait d'une énergie frénétique, s'est simplement arrêté. Il fixait le médecin, la bouche légèrement ouverte comme si le médecin s'était mis à parler une langue étrangère. Simone, qui sanglotait sur l'épaule de ma mère, est devenue complètement immobile. Sa tête s'est relevée, ses yeux grands et vides avec un nouveau genre d'horreur. Mon père, Charles, l'homme qui se définissait par son succès financier, l'homme qui venait d'essayer de réclamer un prêt à sa fille milliardaire, s'est dégonflé. J'ai vu ses épaules s'affaisser, son visage se relâcher. Il a su à cet instant qu'il ne pouvait pas le faire. Son bluff avait été mis à nu par une réalité bien plus dure que son propre ego. 1,5, a finalement bégayé Ryan, les mots s'étranglant dans sa gorge. Mais nous n'avons pas ça, Charles. Nous n'avons pas ça en ce moment. N'est-ce pas? Mon père n'a pas répondu. Il fixait simplement le sol, le visage gris. Son entreprise subissait un audit.
Ses avoirs étaient gelés. Le grand patriarche de la famille Whitfield, l'homme qui venait d'essayer de troquer sa fierté familiale contre un prêt, était totalement, complètement et publiquement impuissant. Les mots du médecin, 1,5 million de dollars, ont vidé l'air de la pièce. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était une exécution. Simone a été la première à craquer. Elle n'a pas seulement pleuré. Elle s'est effondrée. Ses jambes ont semblé se dissoudre sous elle, et elle a glissé le long du mur jusqu'au carrelage stérile, ses mains pressées contre sa bouche. Non, a-t-elle chuchoté, le mot sec et fêlé. Non, non, nous. Nous ne pouvons pas. Elle a regardé Ryan, le visage figé en un masque de déni suppliant et désespéré. Nous n'avons pas ça, Ryan. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Ryan, qui vibrait d'une énergie frénétique, est devenu complètement immobile. Son visage est devenu d'un blanc livide. Mes commissions, a-t-il bégayé, la voix à peine audible. Le marché de l'immobilier est gelé. Tout est bloqué en séquestre. Je ne peux pas. Il a regardé ses propres mains comme si elles l'avaient trahi. Lui, le courtier à succès, le pourvoyeur, était complètement inutile. La tête de Simone s'est tournée vers son père, ses yeux fous d'un nouvel espoir frénétique de la dernière chance. Papa! A-t-elle hurlé, se précipitant vers lui, saisissant la jambe de son pantalon de luxe. Papa, tu dois le faire. Ton entreprise, Wilson Enterprises, tu as dit. Tu as dit que tu obtenais le nouveau contrat de la ville. Tu es riche. Tu peux le payer. Paye-le, c'est tout. Charles, mon père, n'a pas bougé. Il était toujours affalé contre le mur, le visage gris et mou. On aurait dit qu'il avait vieilli de 20 ans en 20 secondes. Papa! A encore hurlé Simone en secouant sa jambe. Tu m'as entendu? Paye le médecin, sauve mon fils. Charles a enfin baissé les yeux vers elle. Ses yeux étaient vides, vaincus. Quand il a parlé, sa voix était un murmure sec et grinçant, le bruit d'un ballon qui se dégonfle. Je ne peux pas, Simone. Comment ça, tu ne peux pas? A craché Ryan d'une voix tranchante d'incrédulité. C'est ton petit-fils. L'entreprise. Charles a laissé sortir l'aveu, ce qui le déchirait. Elle. L'audit. Ce n'était pas une routine. C'est sérieux. Il a regardé ma mère, sa honte palpable. Ils ont gelé les comptes, Lorraine. Tous. Je n'ai pas accès à ce genre d'argent. Pas aujourd'hui. Cela prendrait des semaines, peut-être plus. Le médecin, qui avait observé cet effondrement familial avec une patience lassée et habituelle, est enfin intervenu. Sa voix était ferme, coupant court à l'hystérie. Je suis désolé, monsieur Whitfield, mais nous n'avons pas des semaines. Nous n'avons même pas des jours. Il a regardé directement Simone, son regard s'adoucissant de pitié, mais dur de réalité. Nous avons des heures, peut-être 3 ou 4 tout au plus. Si nous n'amenons pas votre fils dans cette salle d'opération, l'édème dans sa moelle épinière deviendra permanent. Il a laissé cela pénétrer les esprits. Il ne remarchera jamais, ou pire. La finalité de la chose, l'horloge qui tournait ont brisé ce qu'il restait de leur sang-froid. Simone a laissé échapper un son qui n'était pas humain. C'était un cri primal de pur désespoir. Lorraine s'est précipitée vers elle, entourant sa fille de ses bras, toutes deux s'effondrant en un tas de sanglots sur le sol. Ryan, le visage tordu par un masque de rage et d'impuissance totale, s'est tourné et a frappé le mur de son poing. Le craquement sec a fait l'écho à la rupture brutale et finale de leur vie. Ils étaient piégés. Toute leur vantardise, tout leur statut, toutes les valises Louis Vuitton et les complexes hôteliers 5 étoiles. C'était une illusion, une coque fine et fragile. Et au moment où cela comptait vraiment, elle s'était réduite en poussière, les laissant complètement, absolument démunis. Simone était un tas par terre, sa respiration saccadée et brisée. Son regard était fou, passant du médecin impassible à sa mère éplorée, puis à son mari, qui fixait maintenant d'un air vide le trou qu'il avait fait dans le mur. Ils étaient inutiles. Son père, le grand Charles Whitfield, était une statue grise de défaite. Ils étaient tous inutiles.
Puis ses yeux, gonflés et rouges, se sont brusquement tournés vers l'autre bout de la pièce et se sont fixés sur moi. Je me tenais près de l'entrée avec Marcus, parfaitement immobile. Je n'avais pas dit un mot. Je n'avais pas bougé. Je regardais, simplement. Elle m'a fixé, son esprit faisant visiblement un nouveau calcul désespéré dans son cerveau imprégné de chagrin. La suite présidentielle, la Maybach, la façon calme dont Marcus l'avait congédié au restaurant, le milliard de dollars, et cette carte, la carte noire. Toi, a-t-elle chuchoté d'une voix rauque et brisée. Avant même que je ne puisse réagir, elle s'est jetée en avant. Elle ne s'est pas levée. Elle a rampé. Elle a traversé le carrelage froid et stérile des urgences sur les mains et les genoux, comme un animal. Elle m'a rejointe et a saisi le bas de mon pantalon, sa poigne comme un étau. Monique. A-t-elle hurlé, le visage pressé contre ma jambe, la voix étouffée par le tissu. Monique, s'il te plaît, tu dois le faire. Tu as l'argent. Je sais que tu l'as. J'ai simplement regardé le sommet de sa tête, ses mèches blondes coûteuses. Ne ressentant rien d'autre qu'un vaste vide froid, j'ai senti la main de Marcus toucher légèrement mon dos, une présence silencieuse et stabilisatrice. Tu as cette carte ? A-t-elle crié en me regardant. Son beau visage complètement détruit par les larmes, le mucus et une terreur primale pure. Cette carte noire, tu peux le payer. Tu peux sauver mon fils. Tu peux sauver Jadon. Elle sanglotait, incohérente, s'accrochant à moi. Je ferai n'importe quoi, Monique. Je ferai n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ryan, entendant cela, est sorti de sa stupeur. Il s'est précipité, s'arrêtant juste avant de me saisir lui-même. Monique, s'il te plaît, a-t-il supplié, la voix brisée, toute la suffisance, toute la condescendance du motel 6 totalement disparue, remplacée par la panique brute d'un père terrifié. Elle a raison. Tu peux aider. Nous te rembourserons. Je le jure. Chaque centime, d'une manière ou d'une autre, nous trouverons une solution. S'il te plaît. S'il te plaît, sauve mon fils. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé au-delà de leurs visages suppliants et désespérés. J'ai regardé mes parents. Charles et Lorraine se tenaient là, figés, observant ce tableau terrifiant. Leur fierté, leur arrogance, tout le fondement de leur vie basé sur la supériorité. Tout s'était complètement brisé. Ils regardaient leur enfant prodige, leur fille parfaite et leur gendre favori littéralement ramper sur le sol aux pieds de la fille qu'ils avaient abandonnée. Ils étaient maintenant forcés, dans une humiliation silencieuse et atroce, de placer leur seul espoir dans la personne qu'ils avaient rejetée. J'ai baissé les yeux vers ma sœur. Simone s'accrochait toujours à ma jambe, ses sanglots résonnant dans la petite pièce froide. J'ai vu les yeux suppliants et désespérés de Ryan. J'ai regardé au-delà d'eux, vers mes parents. Ma mère pleurait silencieusement, la main devant sa bouche. Mon père, Charles, me regardait, le visage figé en un masque de défaite grise et humilié. Tout leur pouvoir, toute leur arrogance, tout leur jugement s'était évaporé. Ils n'étaient rien, juste des gens effrayés et impuissants mendiant aux pieds de la fille qu'ils avaient jetée. Mon visage était vide. Je ne ressentais rien. Ni pitié, ni triomphe, juste une clarté froide, tranchante et absolue. Lentement, délibérément, je me suis penché et j'ai décollé les doigts de Simone de ma jambe. Elle m'a regardé, les yeux implorants. Je l'ai contourné comme s'il s'agissait d'un meuble et j'ai passé mon chemin devant ma famille stupéfaite, m'arrêtant directement devant le docteur Evans. Il me regardait d'un air confus, s'attendant à ce que je me joigne à l'hystérie. J'ai ignoré le regard désespéré et plein d'espoir de ma famille. « Docteur », ai-je dit, ma voix coupant court aux nouveaux sanglots de Simone. Elle était claire, professionnelle et complètement dépourvue d'émotion. « Vous avez dit que le docteur Reed à John Hopkins est le spécialiste. » « Oui, » a-t-il dit en fronçant les sourcils. « Mais comme je l'ai expliqué, le transport. » « Transporter Jadon présente trop de risques, ai-je interrompu. « Son état est trop instable, nous ne transporterons donc pas le patient. » J'ai soutenu son regard. « Nous transporterons le chirurgien. » « Et si nous pouvions amener le docteur Reed ici, dans cet hôpital,
avec sa propre équipe chirurgicale et son équipement spécialisé. Le docteur Evans m'a regardé comme si j'étais folle. Madame Whitfield, je ne pense pas que vous compreniez. On ne parle pas de réserver un vol commercial. On parle de mobiliser toute une équipe chirurgicale privée de soins intensifs, leur équipement spécialisé d'une valeur de plusieurs millions de dollars, et de les faire voler jusqu'ici depuis Baltimore. Il a secoué la tête, frustré. C'est logistiquement impossible en quelques heures. Qui pourrait bien faire ça? Je ne lui ai pas répondu. Je me suis simplement tourné vers Marcus qui s'était tenu silencieusement près de la porte, observant tout. Marcus, ai-je dit. Il sortait déjà son téléphone. Je m'en occupe. Appelle le docteur Reed directement. Utilise mon autorisation. Dis-lui que c'est un code Ortec ou une urgence personnelle. Derrière moi, j'ai entendu mon père laisser échapper un son étouffé. Code Ortec. Monique, tu es. Je l'ai ignoré. Marcus a porté le téléphone à son oreille, sa voix calme et autoritaire. Alistair. Oui, c'est Marcus Thorne. Je vais bien. Écoute, j'ai une urgence personnelle pressante. Je suis à l'hôpital de Hilton Head avec notre directrice technique, Monique Whitfield. Son neveu, 3 ans, présente un grave traumatisme cervical. Oui, exactement. L'équipe locale ne peut pas le gérer. Marcus a écouté, puis a hoché la tête. Excellent. Je t'envoie le Gulfstream G7 Sense de la compagnie à Baltimore dès maintenant. Il sera à ton hangar privé dans 30 minutes. Amène toute ton équipe et tout l'équipement dont tu as besoin. Nous gérons tout de ce côté-ci. Marcus a raccroché. Il s'est tourné non pas vers ma famille, mais vers le docteur Evans, sa voix nette et décisive, la voix d'un PDG exécutant un plan à enjeux élevés. Le docteur Reed est en route, dit-il. Le Gulfstream G7 Sense d'Oritech est en route pour Baltimore pour le récupérer lui et son équipe chirurgicale. Lui et son équipement spécialisé seront en l'air d'ici 1 heure. Ils atterriront ici dans environ 90 minutes. Il a ensuite regardé mon père. Un bref regard méprisant. Oritech assumera toute la responsabilité financière du transport et de la procédure. Vous ne recevrez aucune facture. Le docteur Evans, qui avait l'habitude de traiter avec des familles frénétiques, semblait complètement sidéré. Il a simplement hoché la tête, sans voix, et s'est immédiatement retourné pour se précipiter dans la salle de traumatologie, sans doute pour préparer l'arrivée du meilleur chirurgien au monde. Dans le couloir stérile, il y eut un silence de mort. Simone, Ryan, Charles et Lorraine restaient là, figés. Leur visage était un mélange grotesque de choc, de confusion et d'une compréhension naissante et horrifiante. C'était le dénouement. Le moment où tout le récit de notre famille volait en éclats, la vérité était désormais inévitable. Monique l'échec. Monique la désorganisée. Monique la travailleuse humanitaire qui ne pouvait pas se payer sa propre chambre d'hôtel. Monique la fille égoïste qui ne faisait pas partie de la vraie famille. Cette Monique était la seule dans cette pièce capable de sauver la vie de Jadon. Elle l'avait fait non pas avec des supplications ou des larmes, mais par un seul appel téléphonique calme qui mobilisait un jet privé et l'un des chirurgiens les plus célèbres au monde. Elle l'avait fait avec un pouvoir qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. Ma mère, Lorraine, a été la première à parler. Sa voix était un murmure tremblant et brisé. Elle me fixait comme si elle me voyait pour la première fois. Monique, a-t-elle bégayé. Cet appel téléphonique. Il t'a appelé la directrice technique, Monique. Tu es la directrice technique. Je me suis enfin tourné pour la regarder. J'ai regardé son visage strié de larmes, l'expression de défaite cendrée de mon père, le regard vide d'incrédulité de Ryan. Ma voix était basse. Il ne restait plus de colère. Il n'y avait pas de triomphe. Il n'y avait que la fin. Tu avais raison, maman, ai-je dit d'une voix assurée. Tu avais raison dans le hall. Je suis toute seule. J'ai toujours été livrée à moi-même. Alors, j'ai appris il y a très longtemps comment prendre soin de moi. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers ma sœur. Simone était toujours au sol, son corps tremblant,
ses yeux grands ouverts avec un nouveau mélange terrifiant de honte, d'horreur et d'un espoir désespéré et fragile. Et tu avais raison aussi, Simone, ai-je dit, ma voix tout aussi calme, tout aussi finale. Quand tu as dit que nous n'étions pas une vraie famille. J'ai laissé les mots se poser, résonnant dans le silence terrible. Parce que tu as raison, une vraie famille. Une vraie famille n'abandonnerait jamais l'un des siens dans le hall d'un hôtel en lui disant d'aller chercher un motel 6. Je n'ai pas attendu de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai tourné le dos à chacun d'eux, à leur honte, à leur désespoir et à leurs excuses inutiles. J'ai marché devant eux dans le couloir jusqu'à la grande fenêtre au bout qui donnait sur l'héliport de l'hôpital. Je suis resté là, seul, et j'ai regardé le ciel vide qui s'obscurcissait, attendant l'aide que j'avais invoquée. La leçon ultime de cette histoire est que votre estime de soi doit venir de l'intérieur, et non de la validation de ceux qui refusent de vous voir. La famille de Monique l'a rejetée comme un échec parce qu'elle ne correspondait pas à leur définition superficielle du succès. Ils l'ont abandonnée dans un moment d'humiliation, prouvant qu'ils n'étaient pas une vraie famille. Mais quand leur monde s'est effondré lors d'une véritable crise, leur argent et leur statut ont été inutiles. Ils ont été forcés de mendier le salut auprès de la personne même qu'ils avaient jetée. C'est un rappel puissant, faites attention à la façon dont vous traitez les gens. L'échec dont vous vous moquez aujourd'hui pourrait être la seule personne ayant le pouvoir de vous sauver demain. Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille pour devenir ensuite celui dont ils avaient le plus besoin?